tous et bienvenue pour cet épisode numéro 51 du Basket Lab, le laboratoire du jeu. Alors, aujourd'hui est un grand jour, puisqu'aujourd'hui c'est enfin le tout début de notre série La Centaine. Donc aujourd'hui, premier numéro de ce top 100 de la décennie des années 2010. Bon, j'ai déjà fait un épisode explicatif sur toutes les modalités de ce top 100, comment ça va se passer, quelles sont les règles, etc. etc. Donc, si vous ne l'avez pas fait, je vous renvoie, et si ça vous intéresse, sur toutes ces modalités-là. Mais pour vous résumer grossièrement, on va faire un top 100 des valeurs sportives et de l'impact sportif cumulé sur les 10 ans. Et donc, pas seulement longévité, et pas seulement pic en carrière, et pas seulement profil théorique non plus. Et donc aujourd'hui, premier épisode, sans plus tarder, on reçoit Nico, que vous connaissez, Nico Stilbolin, Nico de l'Écho des Parquets et de Basket Info, occasionnellement. Et avec Nico, du coup, notre première cuvée de ce top 100 consiste en Kyle Lowry, Nikola Jokic, Kevin Love, Tony Parker et Harrison Barnes. Donc, aujourd'hui, dans notre laboratoire de recherche sur le jeu, premier numéro de notre saga, La Centaine. Bienvenue dans le Basket Lab. Donc, on se retrouve pour notre tout premier numéro de cette saga de l'été et même de l'intersaison, on peut dire, notre top 100. Et pour ce premier numéro, on a la chance de retrouver encore une fois quelqu'un que vous connaissez, bien sûr. C'est Nico, alias Stilbolin. Comment ça va, Nico ? Bah écoute, ça va très bien. Très content d'aller sur ce top 100 décennal. Ça va être amusant. Ça va, ça fait à peu près combien de temps que je t'en parle de ce truc ? Bah en fait, tu voulais faire celle des années 2000 avant 2010. Ouais, c'est ça. C'est ça, hein, il me semble que c'était ça l'histoire. Ça traîne depuis 10 ans, effectivement, donc on a changé nos plans. Mais non, je suis très content de t'avoir, évidemment. Pour ce premier numéro, on se lance enfin. Toi, tu sais que c'est un projet qui traîne depuis pas mal de temps, donc je suis content de t'avoir. Nico Stilbolin de l'Écho des Parquets, occasionnellement, et de Basket Info. Quel est ton actu, Nico, en ce moment ? Le travail, la sieste et un petit match de temps en temps, mais effectivement, pas trop de NBA pour l'instant, seulement un peu de loin. Un peu de Football Manager, peut-être, par-ci par-là. Et en fait, sinon, ton actu, c'est le Basket Lab, en fait. Hein. C'est ça. C'est vrai qu'on a retweeté le Basket Lab. Non, mais t'as fait quand même des pourquoi j'avais tort sur MKG, sur Brandon Jennings, sur Evan Turner. Donc, potentiellement sur Jabari Parker, peut-être, on verra, si on a le temps. Ah, petit teasing comme ça. On commence une série, on en tease une autre. Bref, donc oui, ça y est, on est lancé. On peut enfin commencer cette série qui me tient à cœur depuis un moment. Pour quand même résumer globalement, j'ai fait un épisode où j'expliquais bien l'idée qu'il y avait derrière, la motivation, comment est-ce que ça va se mettre en place, le Discord, etc. etc. Je vous renvoie vers cet épisode, le dernier, mais pour résumer quand même très grossièrement, on fait un top 100 de la décennie des années 2010. La période, ça part de 2011 à 2020, 10 saisons. On fait que de la NBA, donc pas de NCAA, pas d'Europe, pas de compétition internationale également. On fait un top 100 sur les valeurs sportives plutôt que sur le storytelling, plutôt que sur le palmarès, plutôt que sur la production statistique. Donc on va essayer vraiment de capturer l'impact sportif. Et évidemment, donc pas de storytelling et pas de fameux what if, les scénarios potentiels qui auraient pu arriver. Donc voilà, est-ce que ces règles te vont bien, Nico, pour commencer ? Ouais, le terrain, rien que le terrain. T'as vu que je suis pénible sur les dates déjà ? Ouais, mais je crois que tu vas te faire prendre par tout le monde sur ça. Bon bref, j'ai bien expliqué pourquoi, on verra si ça passe ou pas, mais de toute façon c'est quand même assez arbitraire, hein. Ces décennies, on aurait très bien pu faire d'ailleurs 2003-2013, hein, pourquoi pas. Oui, puis il y aura toujours ces frustrations du joueur qui, oui, mais sur cette décennie-là, il était plus le joueur qu'il était avant, ou à l'inverse. Tout à fait, ouais. Donc, notre cuvée d'aujourd'hui, 5 noms. Alors la particularité, c'est que on va pas pouvoir les intégrer au classement déjà établi, puisque c'est nous qui allons faire le premier classement, bien sûr. Donc aujourd'hui, on a des noms comme Kyle Lowry, Nikola Jokic, Tony Parker,
Harrison Barnes et Kevin Love. Peut-être avant qu'on commence un peu à discuter de eux, je serais curieux de connaître ton classement. Comment est-ce que tu les as situés les uns par rapport aux autres? Premier classement comme ça, premier jet. On va faire du 1 à 5. Donc mon premier, je serai évidemment amené à changer d'avis au fur et à mesure de notre discussion si jamais on y va par là. Mais en fait, il y a qu'un seul endroit où j'hésite un peu. Mais sinon, c'est assez clair dans mon esprit pour le moment. Avec en premier Jokic, en deuxième Tony Parker, en 3-4, c'est là où ça peut se discuter. En 3, je suis allé sur Kyle Lowry. Mais même là, je suis pas encore certain par rapport à Kevin Love. Je pense que c'est vraiment les deux. Il y a bagarre entre les deux et on en discutera. Et à la fin, Harrison Barnes, que en vrai, bon, je suis presque surpris qu'il soit dans le top 100, même si je sais qu'on avait eu cette discussion il y a longtemps, lors de la première tentative, où finalement, effectivement, on a assez vite à la fin du top 100 en se disant, ah ouais, bon, bah oui, effectivement, à un moment donné, il faut bien qu'on mette des joueurs qui sont, voilà, des Harrison Barnes, quoi. C'est vraiment l'exemple type du joueur, ouais, bon, on le met, mais parce qu'à un moment donné, il faut mettre quelqu'un, quoi. Est-ce que tu me fais une blague ou pas? Non, pourquoi? Parce que j'ai pas du tout le même classement. Mais donc, du coup, c'est bien, on va pouvoir discuter. T'as compris, 1 à 5, premier Jokic. Ouais. J'ai pas du tout le même classement, donc je peux le dire. Ah, bah écoute, on en parlera. Je peux dire mon classement maintenant et on verra à la fin si les débats nous ont amenés à changer. Bon, en tout cas, surtout moi, parce que c'est moi qui vais trancher au final. Non, moi, j'avais pas Jokic en 1 parce que il y a aussi un problème de longévité. Je pense, on va en parler. Mais alors, moi, en 1, j'avais Kyle Lowry qui me paraissait totalement évident. Ah ouais, ok. 2 et 3, j'avais un peu une hésitation entre Tony Parker et Lowry et Jokic, pardon. Je pense que je penche légèrement pour Tony Parker, encore une fois, parce qu'il y a plus de saisons, même si le pic de Jokic est extrêmement bon, mais encore une fois, on s'arrête en 2020. On prend pas les 2021 et 2022 qui sont des saisons historiques de Jokic. Donc j'avais Tony Parker 2, Jokic 3, Kevin Love 4, assez clairement. On va en parler de Kevin Love aussi. Et en 5, Harrison Barnes, comme tu dis. Là aussi, il y aura pas mal de choses à dire. Et effectivement, il n'était pas dans certaines de mes playlists quand j'ai commencé à faire les 100 noms. Mais voilà, du coup, on va pouvoir avoir pas mal à discuter. On va pas mal de choses à débattre, effectivement. On peut commencer du coup par Nikola Jokic, peut-être, qui, pour le coup, si on fera la prochaine décennie, 2021-2030, c'est tout à fait possible qu'il soit numéro 1 de la prochaine. Là, effectivement, Nikola Jokic, on peut y aller 5 saisons sur la décennie. C'est un peu ça qui, moi, me bloque aussi, c'est qu'il y a que 5 vraies saisons, et encore sur les 5, il n'est pas fort de suite d'un coup. Donc, draft 2014, mais il reste une année en Europe avant de venir, donc il arrive que pour la saison 2015-2016. Nikola Jokic, 17 points de moyenne sur la décennie, 5,5 assists et 29 minutes de jeu en moyenne sur la décennie. C'est pas mal. En termes de total, on est sur 11 000 minutes de jeu et 381 matchs. C'est pas mal également. Sur la décennie, encore une fois, on s'arrête en 2020. Il est 2 fois All-Star, 2 fois All-NBA. Surtout, c'est plus important que le All-Star. Et effectivement, dans le lot, il y a quand même donc une sélection en First Team et une deuxième en All-NBA Second Team. Et puis, voilà, alors, 41e pick de la draft 2014. Je t'informe qu'il a été choisi entre Glenn Robinson, The Third, que tu te souviens évidemment, et Nick Johnson aussi, le fameux Nick Johnson d'Arizona. Donc voilà, il est choisi entre ces deux-là. Alors, j'aime bien aussi donner les petites comparaisons, tu sais, de NBADraft.net. Il était comparé dans les... Alors, je me moque un peu parce que c'est un peu la blague de taquiner NBADraft.net qui a toujours des comparaisons un peu loufoques, évidemment, ou parfois un peu à côté, parfois très juste, mais parfois à côté. Alors, sache qu'il était comparé, au moment de sa draft, à Nikola Vucevic. Et j'ai bien dit Vucevic, pas Vucevic. Ouais, l'ancien joueur de l'Asvel, du Maccabi donc, Tel Aviv, qui n'a pas joué à NBA, je crois d'ailleurs. Je sais plus. Alors, je sais pas si c'était ça ou alors c'était une faute de frappe. Je pense que c'était plutôt ce que tu dis, mais j'ai quand même un doute. Non, mais très, très fort joueur, mais que je saurais pas décrire le profil, quoi. Mais après, NBA Draft, et comme beaucoup, la comparaison, pour faire une comparaison, on commence par prendre quelqu'un qui de la même couleur de peau, qui a peut-être même la même nationalité et la même taille, et déjà on se limite à ça, quoi, déjà. Donc bon. Plus marrant encore que les comparaisons NBA Draft, on a aussi les surnoms, tu sais, de basketball référence, encore plus loufoque. Bon, alors on a Joker, bon, ok, Big Honey,
Donc, tu sais, parce que c'est un ours, donc il aime bien le miel, évidemment. Cookie Monster. Ça, moi, j'ai jamais entendu parler. Est-ce que t'as Non, non. déjà entendu quelqu'un dire Cookie Monster? Non, mais de toute façon, 70% des surnoms de Basketball Référence, je les ai jamais entendus. Hein. Ben, c'est exactement pour ça que je vais les Tout à citer fait. pour chaque joueur. Tu as compris? Mais Cookie Monster, c'est Bon, pas bref. mal, hein, j'aime bien. Oui, effectivement, et ça colle bien à la décennie, puisqu'on rappelle que le Slim Jokic, c'est 2021. Donc c'est pas cette décennie-là. Effectivement, en 2019 et 2020, on était encore sur la version nounours, on peut dire, de Jokic. Donc on fait un peu son parcours et un peu ensuite son profil. Tu m'arrêtes un peu hein, sur son parcours si tu as des trucs à rajouter. Drafté 41e en 2014 donc. Mais donc il reste une année au Mega Basket, qui est quand même un club assez important en Europe. Et donc cette saison 2015 où il reste, bah, il est quand même MVP de la Ligue Adriatique, donc c'est quand même pas mal. Il débarque donc à Denver pour la 2015-2016. Il fait 21 minutes de jeu, voilà, il s'insère assez timidement, mais quand même, j'avais noté que bah, en fait, dès le mois de février, le 1er février, il est déjà titulaire. Et il est titulaire sur 55 des 80 matchs de sa saison rookie. Donc déjà, il s'impose très très vite. 2017, c'est l'année de l'explosion, un peu plus en tout cas pour lui et pour Denver aussi, même s'il n'y a pas encore de playoff, mais lui, d'un point de vue individuel, continue de grandir très largement, même au point que en février 2017, donc même pas un an et demi après son arrivée, il a déjà gagné son duel avec Nurkic, qui est échangé du côté de Portland. Et puis ensuite, 2018, encore une fois, on continue de grandir dans son rôle. Là, on est enfin sur un niveau All-Star, on va dire, ou pas loin, en tout cas, en 2018. 33 minutes par match, 18 points par match, etc. C'est la fameuse année où Denver fait presque les playoffs, mais perdent, on pourrait dire, un 16e de finale, hein, presque, contre Minnesota, le dernier match de la saison régulière, et le gagnant allait en playoff, et finalement, ça a été Minnesota. Et puis ensuite, 2019, il y a encore un step-up, encore un. C'est peut-être ça aussi la carrière de Jokic, hein, c'est ce step-up continu d'année en année, qui continue d'ailleurs sur la décennie suivante, 2021-2022. Mais bref, 2019, c'est aussi la révolution un peu défensive du côté de Denver, où on l'utilise un peu différemment, et ça marche très bien. Et Denver va en playoff, et ils font deuxième tour contre Portland, où ils auraient peut-être dû gagner d'ailleurs la série et aller en finale de conférence. Et puis 2020, ils font finale de conférence, justement dans la bulle, contre les Lakers. Voilà un peu pour le parcours. Qu'est-ce qu'on peut dire du coup maintenant un peu sur son profil et sur son impact? Je te laisse carte blanche. Comment est-ce que tu peux le décrire et comment est-ce que tu décrirais aussi son impact finalement qu'il a eu dans toutes ces années? Je pense que la première chose à évoquer forcément, c'est déjà celui du côté de l'attaque. C'est là où il est le plus impressionnant et impressionnant à un niveau extrêmement haut, quoi. C'est-à-dire, et ça commence d'abord, et c'est comme ça que s'il s'est imposé assez rapidement à Denver, c'est vraiment son jeu de passe, quoi. Qui déjà pour un pivot, c'est assez rare d'avoir un tel niveau de passe, mais en vrai, il est déjà un des meilleurs passeurs de la ligue. Et alors le Jokic de la fin de décennie est déjà classé pour moi dans les meilleurs passeurs de tous les temps. Alors, j'ai pas vu tous les passeurs. Hein. Pour moi, Jokic, donc le Jokic au moins de fin de décennie, mais je pense que c'est déjà très tôt hein, dans son arrivée en NBA. Je pense assez vite déjà, il y a ce gros passing game qui est là. Il est déjà vraiment élite, mais de l'histoire de la NBA, quoi. C'est d'autant plus impressionnant quand ça vient d'un pivot, d'autant plus que du coup, ça a un impact sur le jeu phénoménal d'avoir ce poste-là qui permet à tous les mecs autour qui sont plus vifs, meilleurs sans ballon, et surtout que ça crée un spacing de fou. Voilà, c'est à la fois la technique avec le profil sur ce truc de passe, et c'est un truc extrêmement rare, donc extrêmement difficile. Rien que ça, déjà, pour moi, le catapulte extrêmement haut dans cette décennie. Et comme en plus s'y ajoute un scoring qui... Alors, dans ce période-là, je pense qu'on est encore dans le moment où Jokic est un très bon scoreur, où il y a l'efficacité, avec un volume bon, mais on n'est pas encore sur le score qu'il est maintenant, qui lui vaut ce truc de MVP, mais c'est déjà du très haut niveau, quoi. Je sais pas ce que t'en penses, mais déjà, en termes de scoring, c'était un peu un critique qu'on avait. On dirait, il est fort scoring, on voudrait en voir plus. On l'a vu par la suite, mais déjà là, en vrai, c'était déjà super satisfaisant. En fait, effectivement, il commence un peu à percer 2017-2018. On voit les flashs à la passe, on voit aussi du scoring, mais comme tu dis, on était sur un volume assez... pas un gros volume de stars et pas une responsabilité de go-to-guy, etc. 2019-2020, le volume vient.
effectivement, mais on n'est pas sur le même niveau d'efficacité. C'est très bon, effectivement, c'est très bon, mais on n'est pas sur le Jokic qui est littéralement là 2021-2022 sur les deux des meilleures saisons de l'histoire de l'NBA en fait, en termes d'efficacité sur ce volume-là. Là, la fin de décennie de Jokic, 2019 et 2020, on est sur des gros volumes, autour des 29% d'usage, 29-30%, donc voilà, volume de star, et une efficacité qui est bonne, même très bonne, mais qui est pas non plus excellente ou élite, quoi. Donc c'est un peu ça, moi, je pense qu'il faut aussi faire attention à pas avoir le biais de mémoire récente, si on peut le dire comme ça, des saisons 2021 et 2022 qui ne comptent pas finalement. Mais pour te rejoindre aussi, c'est vrai que les flashs à la passe, on les voyait depuis le début. Mais encore une fois, ça s'est un peu débloqué sur la fin, j'ai l'impression. Ou en tout cas, plutôt 2018, ou voire même 2018, 2019, 2020. On va dire que c'est les 3 dernières saisons où effectivement Denver se repose pleinement sur lui en termes de créateur principal. Là où c'est vrai qu'avant, on voyait des passes fabuleuses pour des Gallinari ou des trucs comme ça, plutôt dans les premières années à Denver, mais c'était pas lui le centre de l'attaque, quoi. Et alors que sur la fin, oui. Mais sur la fin, ce n'est que 3 décennies pour moi. Que 3 années, pardon, pour moi. Donc voilà au niveau de la passe. Mais tu penses pas que le Jokic a été déjà ce joueur-là? Juste c'est Denver qui se sont rendus compte en fait et Bien sûr, oui, bien sûr, mais du coup en termes d'impact qu'il a eu, ce qui s'est vraiment passé, certes ça a été sous-exploité, mais du coup la valeur a été moins qu'elle aurait pu, mais on est obligé de prendre la valeur qui a été, quoi. Oui, je vois. Donc moi c'était un peu ça aussi. Je pense que tout simplement en fait on fait pas une pondération, on fait pas la même pondération toi et moi dans le sens où 2019 et 2020 il est très très fort. On pourrait dire, d'ailleurs All NBA, limite MVP ou dans la conversation top 5, top 10 MVP, voilà. Mais effectivement quand on pondère ça par rapport aux nombreuses autres saisons que des Parker ou Laurie ont eu, peut-être que je pondère différemment, quoi, en termes de nombre de saisons versus qualité de saison, peut-être. Non, mais t'as raison sur le côté volume. Après, comme moi, je considère qu'en fait, enfin, à tort ou raison, hein, mais qu'en vrai, le Jokic de son arrivée ou presque jusqu'à celui de 2019-2020, donc qui est notre dernière année d'analyse, je pense pas qu'il soit si différent que ça en fait. Je pense que c'est un peu le même joueur, juste et qu'en vrai, je sais pas si tu te souviens, mais on parlait déjà. Bon, après c'est avec c'est par ricochet, on va dire, mais qu'on voyait les plus minus déjà de Jokic. Jokic, on disait mais déjà il renforce son équipe, quoi. Déjà en termes d'impact, même de façon un peu subtile, c'était déjà super impressionnant. Et puis on a parlé de la passe, on a parlé du scoring qui est présent, à défaut d'être exceptionnel, il était présent. Tu y rajoutes tout ce qui est rebond, tu y ajoutes un peu tout ce qui est science du jeu, qui était déjà assez présente et qui déjà, enfin, la simple présence de Jokic dans l'équipe de Denver rendait l'équipe meilleure, rendait les choses plus simples pour tout le monde, même si c'était pas enfin, tu vois, en termes d'impact, j'ai l'impression, enfin, moi j'ai le sentiment que l'impact de Jokic était plus grand que ce qu'on en avait l'impression, quoi. Par ricochet, hein, en voyant par le fait que d'autres joueurs étaient arrivés à être meilleurs, à être plus à l'aise, choses comme ça. Donc, pour moi, vraiment, l'impact offensif de Jokic, assez rapidement, peut-être d'une façon pas très visible directement, était déjà très très élevé en fait. Tu vois. Après, il y a aussi l'aspect défensif sur ces années-là où je pense que le Jokic 2021 et 2022, il a une valeur neutre, voire même positive. Celui de cette décennie 2010, ça va un peu mieux d'année en année en allant sur cette décennie, mais on est quand même sur une valeur quand même plutôt négative. Et même si la balance attaque-défense est largement rentable, voilà, on est quand même sur un défenseur qui peut être problématique quand il est pas bien entouré, et on n'est pas sur le défenseur qu'on a actuellement, qui est beaucoup plus acceptable, je trouve, sur 2021 et 2022. Donc voilà un peu, moi, mes limites. Du coup, toi, tu l'avais en numéro 1, c'est ça? Ouais. Vraiment le côté élite de son impact, que moi je trouve peut-être que je vais un peu un peu loin, quoi. Mais que je trouve qu'il est déjà présent. Voilà. Après, effectivement, tu peux peut-être je reconstruis un petit peu. Tu peux te permettre de dire c'est un peu facile de faire ce que je fais. Mais ouais, un peu ça. Et puis, tu vois, défensivement, alors certes, c'était plein de choses à discuter, mais je sais pas si tu te souviens, il y avait quelques articles qui sortaient, qui faisaient apparaître que ouais, non, mais attendez, il est quand même bien meilleur que ce que vous avez l'impression.
que son impact, pareil, son impact défensif avec des limites physiques, mais des compensations, peut-être pas totales, mais des compensations quand même pas assez fortes sur le positionnement, le placement, la compréhension du jeu et les aides et le rebond, me fait aussi monter un peu sur l'aspect défensif par rapport à ce qu'on pouvait avoir à l'esprit sur le moment même, quoi. Ok. Donc voilà pour Jokic. Sans doute qu'on en reparlera. On en reparlera en classant et voire même sur les épisodes d'après. Voilà. Mais encore une fois, c'est juste qu'il y a 2 saisons 5 étoiles, effectivement, peut-être, ou on va dire 9 sur 10, 2019 et 2020, 8 ou 9 sur 10. Le problème, c'est que les 3 d'avant, il y en a, on n'est pas sur du 8 étoiles, on n'est peut-être même pas sur du 7. Voilà. Le joueur était bon, mais le fait est qu'il avait un usage qui était beaucoup plus modeste et donc, de facto, du coup, un impact qui est moins grand que le Jokic omnipotent qu'on a connu ensuite sur la fin de décennie et sur le début de la nouvelle. Donc voilà. Avant d'avancer, pour finir, un tout petit quiz. Encore un petit quiz sur Jokic avant d'avancer. Alors, c'est un quiz, c'est un qui est dans l'effectif. Je pense que tout est dans le titre. Qui est dans l'effectif. Et je suis allé chercher le Denver, justement le Denver où Jokic est rookie. Est-ce que tu es capable de me citer l'effectif de Denver lorsque Jokic débarque en NBA pour sa première saison? Donc déjà, je triche un peu parce que tu l'as dit tout à l'heure, il y a Nurkic. Ouais. Il y a pas Iverson, hein. Non, il n'y a pas Iverson. Hein. Non, mais là, j'avoue, comme ça, l'équipe, elle me dit plus trop. Je me mélange un peu avec les joueurs qui sont arrivés après. J'ai pas trop à l'esprit, surtout que je sais même plus qui c'est qu'ils avaient drafté avant de prendre. Tu es plus mauvais que ce que j'aurais pensé quand même sur les quiz. Il y a pas du Maggie. Non, il n'y est pas. Il y a pas du Hickson. Il y a du J.J. Hickson, effectivement. Ah, effectivement. Il n'y a pas du Chauncey Billups de fin de carrière. Non, il n'y est pas. Non. Non, il était parti. Il n'y a pas eu Tyloson non plus, puisqu'il est au Rockets cette année-là, il me semble. C'est l'année où il est au Rockets. Je remonte tranquillement. Je crois que Gary Harris n'y est pas encore. Gary Harris, il est là. Si. Ah, tiens, tu vois, je me mélange. Un intérieur athlétique, très athlétique même. Ah oui, Kenneth Farid. Kenneth Farid, effectivement. On avait un Italien, facile. Ah, Gallinari. On avait un meneur qui était passé par la Chine. Moudier, il était déjà là. Exactement, Emmanuel Moudier. Tu vois, je l'aurais dit après. Je l'avais à l'esprit, mais je l'aurais dit après. On a le pire ennemi de Torrey Craig. Facile. Will Barton. Will Barton, effectivement. Ah. On a le meneur de Dwight Howard, d'ailleurs, à l'époque d'Orlando. Ah, Jameer Nelson. Exactement. Je vais abréger tes souffrances parce que... Ouais, je veux bien. On avait du DJ Augustine aussi à cette époque. On avait ton ami Randy Foy qui était en duel avec Brandon Roy pour la draft. C'était les 2 meilleurs arrières et toi tu penchais plutôt Brandon Roy finalement. Darrell Arthur, Geoffrey Lauvergne était là aussi cette année-là. Ah oui, j'aurais pu. On avait du Jakar Sampson aussi qui avait été coupé par les Sixers avec le nouveau régime, effectivement. Mike Miller, Papa Nicolao, etc. Et on avait aussi surtout Eric Green. Est-ce que tu te souviens de Eric Green? Pas du tout. Le meilleur scoreur NCAA qui avait été échangé le soir de la draft contre Rudy Gobert. Ah oui, maintenant j'en souviens. Et qui est finalement le seul passage qu'il fera en NBA, c'est celui-là. Et ça donnera pas grand-chose. Bref, tu me fais un peu peur parce que t'es assez catastrophique sur les quiz, j'en ai prévu pour chaque joueur. Donc je t'avoue que j'ai un peu peur. On peut passer sur un autre joueur. Allons sur Kevin Love, peut-être. Kevin Love, que toi, tu avais du coup 3e, 4e. Je l'avais en 4 en hésitant avec la 3e position. Tu vois, je pensais que tu allais être beaucoup plus sévère que ça sur Kevin Love. J'avais anticipé. Mais peut-être que j'avais mal anticipé. Donc, Kevin Love, sur la décennie, il a 10 saisons. Donc, 10 saisons pleines. Enfin, 10 saisons en tout cas, mais pas pleines, justement. On verra que combien est-ce qu'on a de vraies saisons sur ces 10. Il n'a pas tant que ça de très valuable, on verra. Donc Kevin Love, on est autour des 20 points par match en moyenne sur toute la décennie, 2,6 assists en 33 minutes de jeu sur toute la décennie, c'est quand même pas mal.
19 000 minutes de jeu sur la décennie, plus de 570 matchs, c'est beaucoup aussi. Le titre à Cleveland en 2016, évidemment. 5 fois All-Star, 2011, 12, 14, 17 et 18. 2 fois seulement All-NBA, comparé au All-Star Game où il en a 5. Il a que 2 All-NBA et c'est dans la deuxième team en 2012 et 2014. Donc c'était l'époque Minnesota, évidemment, pas du tout Cleveland. Il a été aussi 2011 le MIP. Au niveau des comparaisons de NBADraft.net, alors sache qu'ils l'ont comparé tout simplement à Wes Unseld. Voilà. Ah oui, d'accord, oui. On va chercher les légendes tout de suite. Tant qu'à faire, le côté rebondeur-passeur, ils se sont dit, bon, tiens, c'est lui le rebondeur-passeur qu'on connaît en NBA. Comparaison assez ambitieuse en tout cas. Chez Draft Express aussi, je l'ai pas fait sur Jokic parce qu'il n'y avait pas, mais chez Draft Express, tu sais, parfois ils faisaient les meilleurs et les pires scénarios. Meilleur scénario, au moment de sa draft, ils avaient mis David West. Ah ouais. Et le pire, ils avaient mis Sean May. Ouais, étonnant parce que c'est quand même, aucun de ces deux joueurs n'est un bon passeur. Effectivement. Au niveau des surnoms, on n'a rien de très loufoque pour le coup chez lui. On a K-Love, bon, super créatif. Mais on a surtout The Beach Boy. Est-ce que tu sais pourquoi ? Parce que son oncle faisait partie des Beach Boys, ouais, justement. Exactement. Un groupe qui a vendu plus de 100 millions d'exemplaires de disques, alors que lui, pour le coup, ça qui est marrant, c'est que le Beach Boy, en fait, il a grandi à Portland, Oregon, dans les forêts de Seattle, quoi. Mais il est né en Californie, puis il a fait la fac là-bas. Je pense que c'est un peu lié à ça. Hein. Oui, il y a cette image parce qu'effectivement, il est allé à UCLA. Donc, son parcours, Kevin Love, on le refait rapidement. Donc, au début de la décennie, il est déjà à Minnesota, puisqu'il est draft 2008. Mais donc, quand on commence en 2010-2011, il est déjà à Minnesota. Il a 22 ans. Et la première année de la décennie, c'est l'année où arrive Michael Beasley, d'ailleurs, qui vient un peu lui faire concurrence, qui avait été dégagé de Miami pour faire de la place à LeBron James, notamment. Et 2011, c'est un peu l'année de l'explosion pour Kevin Love, qui est dans sa 3e année NBA, qui fait du 20 points par match, 35 minutes par match en moyenne, ce qui est quand même beaucoup. Il est All-Star cette année-là. 2012, je précise pas que 2011, Minnesota est pas très bon. 2012, Rubio arrive, mais blessé aussi en partie de la saison. Et puis, il est rookie, donc Minnesota est assez... même autour, le roster est pas top. Kevin Love, lui, il a 26 points par match, donc c'est quand même assez conséquent. 2013, il est blessé, donc un peu à jeter comme année. 2014, c'est un peu son paroxysme en carrière, je trouve. C'est la fameuse année où Minnesota passe pas si loin que ça de faire les playoffs avec Kevin Love, Ricky Rubio, Kevin Martin qui était venu aussi, Petkovic qui était dans ses meilleures années, Corey Brewer aussi. C'est Pekovic. Nicolas Pekovic, ouais. J'ai dit Petkovic, pardon. Excuse-moi. Et l'attaque autour de Rick Adelman, autour justement de Kevin Love. On va en parler, je pense. 2014, le trade avec Cleveland contre Wiggins et Anthony Bennett, deux first pick en back-to-back. Et après, bon, la période à Cleveland, on la connaît un peu mieux. Même si on peut quand même préciser qu'il passe finalement de go-to-guy, peut-être pas de très grande qualité, mais il passe de go-to-guy à Minnesota à finalement un role-player de luxe du côté de Cleveland dès sa première année, puisqu'on tombe à 16 points de moyenne, mais surtout on tombe à 80% de paniers assistés. Donc c'est quand même beaucoup en termes de paniers assistés pour quelqu'un qui était plutôt un peu plus orienté création quand même avant ça. Grosse resignature, Free Agency 2015, 2016 et 2017 et 2018, 3 années en lieutenant de LeBron James. Ça va jusqu'en finale, tout va bien, on est encore dans ce rôle de role-player de luxe, presque à côté de LeBron et Kyrie Irving. Et puis ensuite, resignature à Cleveland lorsque LeBron s'en va. La franchise le signe pour finalement le garder et ensuite espérer l'échanger. Sauf que ça se passe pas très bien comme prévu. Et finalement, 2019 et 2020, il y a une année où il fait que 22 matchs en 2019. Et 2020, il fait 56 matchs, mais il est pas très bon non plus. Et surtout, en fait, c'est un moment où on se dit, ok, il y a plus LeBron James, il y a plus Irving, l'équipe est vide. On va peut-être enfin retrouver un go-to-guy avec Kevin Love. Et finalement, plus trop. On est sur un joueur qui ne change pas trop son jeu, qui est pas star, qui est pas créateur et qui est même pas bon, en fait. Pas bon du tout sur ces 2 années-là. Ça va un peu mieux en 2022 à Cleveland, mais on est hors décennie, évidemment. Et c'est un peu décevant parce que 2019, il a encore 29-30 ans, quoi. Donc on aurait pu espérer un retour des choses, un retour du grand Kevin Love de Minnesota, qu'on n'a finalement jamais eu. Donc voilà un peu pour son parcours, tu ne m'as pas interrompu, donc je peux te lancer sur son profil. C'est vrai qu'il y a quand même 2 périodes entre la période Minnesota et la période de Cleveland, j'ai commencé un peu à le dire. Qu'est-ce que tu veux peut-être commencer par Minnesota? Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce premier passage? Ouais, mais en fait,
Alors, tu vas peut-être me corriger, mais le profil se rejoint pas mal dans les deux trucs et je vais dire un peu pourquoi. Alors déjà pour le décrire rapidement, c'est donc un intérieur qui n'est pas qui est pas si grand que ça, qui n'est pas si bien doté athlétiquement que ça, donc il a pas des longs bras, il saute pas très haut, mais par contre il a en attaque, hein, on revient un peu sur comme Jokic, mais surtout en attaque il est intéressant avec trois choses, on va dire, sans ordre pour l'instant. Un shoot, notamment longue distance, très intéressant, avec en plus un shoot qui est pas juste du catch and shoot, hein, enfin, c'est un peu ça, mais de façon un peu développée, c'est-à-dire c'est un peu comme du Klay Thompson, quoi. C'est-à-dire tu donnes un petit peu d'espace, ça suffit, un petit écran machin, ça lui suffit. Certes, c'est du catch and shoot, mais en conditions difficiles, quoi. Et pour lequel il est très bon, donc c'était très intéressant et ça a été très exploité par Minnesota. Il y a la passe qu'on a un peu évoqué avec les comparaisons, où alors on a, pour moi on a des kilomètres de Jokic, mais on est dans cette génération là de vrais pivots vraiment bons passeurs où tu peux filer la balle un peu un endroit sur le terrain, il va trouver le joueur ouvert, Kevin Love est d'ailleurs assez reconnu pour ses passes de quarterback après un rebond, donc un vrai bon passeur. Et puis le rebond offensif. Enfin le rebond, de manière globale, mais du coup il y avait dans le rebond offensif aussi une bonne capacité à provoquer des lancers francs, des choses comme ça, un jeu poste bas discutable mais qui était présent. Mais c'était surtout en attaque ce combo shoot de très haute qualité, surtout pour un intérieur en plus, qui pouvait un peu saisir les intérieurs en face qui sont forcément habitués à défendre sur du shooter type extérieur, c'est-à-dire avec vraiment du jeu sans ballon, vraiment des petits mouvements, des petits appuis de côté, et qui voit que le moindre espace suffit pour sanctionner un panier, et ça c'était vraiment sa grande force. Et puis ce jeu de passe assez intéressant. Et la défense là c'est plutôt problématique, c'est-à-dire que bon, défenseur pas idiot, pour moi je trouve qu'il a toujours un temps de retard sur tout en fait. Et il n'a pas non plus le capital athlétique pour compenser. Voilà, globalement, à part le rebond défensif où là il est très bon, en fait c'est plutôt un négatif un peu dans toutes circonstances. Et alors il y a eu quelques passages où il a pu un peu montrer qu'avec beaucoup d'énergie il arrivait un peu à compenser, mais sur la longueur d'un match et la longueur d'une saison, pour moi on a vraiment un défenseur négatif, peut-être compensé par son jeu d'attaque, mais pas suffisamment fort pour vraiment faire exploser les soucis défensifs qu'il a, et d'autant plus que les soucis défensifs sont quand même, pour moi, assez importants. Et la dernière chose qui me gêne pour le côté un peu négatif, il y en a d'autres en vrai, mais la dernière chose qui me gêne pour le côté négatif avec lui, c'est que si j'ai dit beaucoup de bonnes choses sur son truc offensif, un joueur qu'on peut beaucoup utiliser, mais finalement, ça reste un joueur un peu à servir. C'est-à-dire que même de ce meilleur moment de Minnesota, c'était l'équipe qui lui créait ces petits espaces pour shooter. Alors faire des choses très élaborées et des choses qu'on peut pas faire avec n'importe qui. Il faut que ce soit un Kevin Love pour être capable d'exploiter les choses qu'on lui mettait en place. Mais c'était quand même beaucoup d'espèces de catch and shoot très élaborés. Et c'est pas sur le jeu poste bas, c'est pas sur les autres types de jeux où vraiment c'est là où on pouvait appuyer sur scoring. Donc globalement, c'est pas un créateur que j'aime beaucoup. Et si c'est un bon passeur, il n'a pas cette capacité à être un créateur très fort en fait pour autrui. C'est-à-dire que c'est plutôt pour moi un passeur d'opportunité. C'est-à-dire il a la balle, s'il y a un mec ouvert, il va être servi. Kevin Love, on a un peu sur ce registre un peu permanent en fait de l'attaquant qui est intéressant comme rouage, comme super rouage d'une attaque, que comme celui qui va être l'initiateur. Et puis dernière petite chose, l'ennui de ces deux qualités offensives qu'il a, qui sont pour moi ce tir longue distance, notamment à 3 points, et ce rebond offensif, c'est qu'en fait c'est un peu compliqué de faire les deux en même temps, quoi. Donc t'es un peu obligé de choisir entre soit t'as le 3 points, le spacing sur toute la possession, soit t'as le rebond offensif. Et voilà, c'est un peu un dilemme que t'as pas les deux forces en même temps sur le terrain en permanence, quoi. Moi, ce que j'avais noté quand même, c'était un potentiel de go-to-guy finalement jamais vraiment atteint à des niveaux satisfaisants, quoi. J'ai l'impression qu'il y a un peu une bonne année sur la décennie de très haut niveau, qui est un peu 2014, où il est dans ce rôle-là pleinement.
Et on a en plus, non seulement de son scoring à gros volume, mais cette année-là, il était vraiment efficace, mais encore une fois, c'est la seule année. Il y a aussi le passing dans l'attaque de Rick Adelman avec où il est poste haut, il distribue un peu le jeu, donc ça, il y a cette valeur-là, et en fait, même cette version-là, alors je sais pas à quel point est-ce que, peut-être j'exagère, parce que la défense autour n'était pas assez bonne, l'équipe autour n'était peut-être pas assez bonne. On rappelle aussi que c'est l'année où c'est très très costaud à l'ouest, pardon, et où notamment Phoenix ne fait pas les playoffs avec 48 victoires. Je crois que Minnesota, ils sont à 42, 41-41, bilan équilibré. Bon, effectivement, ils sont tombés la mauvaise année à la mauvaise conférence. Peut-être qu'à un autre moment, ils auraient pu faire les playoffs et on aurait eu une vision différente. Mais voilà, moi, il y a un peu cette seule année que je trouve intéressante, et du reste, c'est vrai qu'on a quelqu'un qui, en termes d'usage, de volume, n'a jamais eu des gros volumes, hein. On est sur du 26%, 20%, 22%, 23%, 24%. Donc pas du tout une grosse emprise sur le jeu, même un volume presque de lieutenant, on pourrait dire. J'exagère peut-être un peu. Si, pour moi, c'est ça. Et en plus, avec jamais une efficacité qui est incroyable, quoi. Parce que voilà, faire du très efficace sur un gros volume, c'est extrêmement dur, mais faire du très efficace sur un volume plus restreint et sur un profil de tir plus facile, ça devrait être quand même plus faisable, et lui n'a jamais eu ça. En termes de true shooting plus, stat que j'aime bien, puisque ça nous dit à quel point est-ce qu'un joueur était plus efficace ou moins efficace que la moyenne, qui par définition, on la met à 100. Lui, il a fait du 105, 102, 104, donc plus 5%, plus 2%, plus 4%. C'est bien, c'est au-dessus de la moyenne, mais pour ce rôle-là et ce volume-là, on attend les joueurs d'élite plutôt quand même au-dessus de ça, quoi. Donc c'est un peu mon problème, c'est qu'on a eu un scoreur qui était un peu créateur, mais pas tant que ça. Sur les années à Minnesota, je parle, qui avait de la création au passing, et effectivement ça a été mis en valeur, mais finalement vraiment qu'une seule année, mine de rien. Et ensuite on a complètement perdu aussi à Cleveland cet aspect passing, où c'est devenu un mec qui attendait dans les corners, ou qui faisait parfois ses post-up, mais la création passait soit par LeBron, soit un peu par Irving, mais on a complètement perdu ça avec l'arrivée à Cleveland, quoi. Mais déjà, en plus, je pense, alors, ces grands moments de franchise player à Minnesota, comme dit, pour moi, c'est vraiment le point de rencontre entre un bon système de jeu calculé pour son franchise player, et du coup, qui le met en valeur, quoi. Alors, c'est tout à fait bien pour les deux joueurs, c'est très bien, mais du coup, c'est un peu ce que je dis, il a été mis dans des conditions parfaites par rapport au joueur qu'il est. Après, pour quand même aller un peu en positif de son côté, ce côté shooter extérieur, alors que maintenant on en voit beaucoup plus, hein, mais qui sur le moment était quand même des intérieurs comme lui, si bon shooter avec vraiment des fois peu d'espace, avec vraiment des combinaisons sans le ballon assez subtiles et complexes, c'était quand même assez rare. Donc j'ai cette espèce de difficulté qu'on peut mettre à son crédit. Et puis le fait que ça vienne d'un intérieur a quand même un impact global sur l'équipe, tout en termes de spacing, qui est assez important. Et d'ailleurs, cette équipe-là de Minnesota là qui nous a fait un peu rêver de 2013-2014, je crois que c'était une des toutes meilleures attaques. Alors, le problème, c'est que c'est une des plus mauvaises défenses aussi. Mais voilà, c'était pas rien. Et puis voilà, il avait un peu ce capacité de shoot d'un extérieur, tout en étant à l'intérieur, et pour moi c'est quand même une value un peu plus forte que quand ça vient d'un extérieur, quoi. C'est pas faux, mais le problème c'était aussi le côté défensif finalement, et que oui, c'est bien d'avoir un mec qui peut faire du spacing, mais finalement, vu sa défense, il y a quand même un certain plafond à sa valeur et à son utilisation. Finalement, le seul spacing en spot-up ne justifie pas complètement de l'avoir tout le temps sur le terrain. Et d'ailleurs, c'est un peu aussi un de mes arguments, c'est que il est devenu un peu role-player du côté de Cleveland, et donc on a perdu toute sa création, son passing qui était quand même, je trouve, très très intéressant. On l'a complètement perdu, donc il n'y a pas de valeur de ce côté-là à Cleveland. Mais même pour parler un peu faire un peu le lien aussi avec la défense, tu perds un peu sa création, tu perds, la défense n'est pas top, donc tu te retrouves avec la Rolls-Royce des intérieurs shooters, mais voilà, sur les playoffs 2016, il fait 30 minutes de jeu par match, 32 minutes en 2017 et 31 en 2018. J.R. Smith joue plus que lui sur ces 3 années-là, quoi. Il fait 35 en 2016, 27 en 2017, donc là ok, et 32 en 2018. Donc j'avais un peu ce sentiment, et en revérifiant le minutage correspond aussi. Alors c'est pas un argument en soi, c'est pas une fin en soi, mais c'est quand même un bon indicateur
aussi de ça et de mes souvenirs, ça recoupe avec ce truc de bah oui, ça apporte du spacing, ça apporte une attaque en 5-out et c'était bien, notamment pour ces finales et pour ces rounds de playoff. Mais bon, on est quand même loin d'un titulaire indiscutable, quoi. On est même, alors peut-être aussi que J.R. Smith était très bon, et peut-être il sera dans la liste. Mais voilà, même Tristan Thompson aussi, il fait des 30 minutes ou 31 minutes de jeu de moyenne sur ses campagnes de playoff, quoi. Donc il y a un peu ce problème de mon côté sur ces années à Cleveland où bah, tu perds la valeur offensive qui était déjà très bonne, mais peut-être pas. Voilà, si on doit comparer avec des go-to-guys de cette décennie, pour moi, la saison 2014 de Kevin Love, c'est bien, mais on est sur du 7 sur 10 peut-être. On est loin de Jokic, on est loin de LeBron, Harden, etc., quoi. Donc déjà, en soi, le Kevin Love un peu leader d'attaque, c'est bien, mais c'est pas fantastique. Mais en plus, donc, t'enlèves ça du côté de Cleveland, la défense est pas top. Bah, c'est vrai que la valeur, elle plonge, et quand on rajoute à ça des années de blessures, des années un peu nulles à la fin de la décennie du côté de Cleveland, ben en fait, il reste une année pour moi de très très haut niveau en 2014. Peut-être on peut prendre aussi 2012, même s'il n'y a pas trop l'efficacité, mais il y a le gros volume au scoring, ok. Et du reste, ben, c'est du role-player un peu... Role-player, j'exagère, hein, c'est un role-player de luxe du côté de Cleveland. Mais voilà, quoi, 10 saisons sur la décennie. Je sais pas combien j'en trouve très très valuable. Enfin, je le sais, mais il y en a pas tant que ça, quoi. Donc c'est pour ça que moi je l'avais 4e, quoi. Ouais, moi je suis d'accord. Je suis assez d'accord. C'est un 3e lieutenant et d'ailleurs il avait pas été exemple de critique toute sa période à Cleveland où on se dit bah ouais bon quand même il y a des fois faut le sortir du terrain, quoi. Surtout qu'il était payé comme une superstar pour le coup, pour faire ça. C'est un peu ça le problème. Quand Cleveland le re-signe, tu dis bah oui, ok, tu le re-signes et tu le payes parce que c'est une star. Et, bref, sauf qu'il n'était pas utilisé comme une star et c'était un peu dommage. Et surtout là où c'est un peu dommage, mais encore une fois, il n'y a pas de what if, mais imaginons qu'il avait signé, enfin s'il n'était pas allé avec LeBron James et Irving, s'il avait fait une autre franchise, ben peut-être en tant que go-to guy, il aurait eu plus de valeur parce que tu aurais eu ce passing là, quoi. Tu aurais eu plus de création et il aurait été plus haut au final dans le top 100 de la décennie, mais bon, ça n'a pas été le cas, donc voilà. Donc pour moi aussi, il était 4e et 4e assez solidement en dehors du top 3 pour moi. Avant de continuer, peut-être un dernier quiz, même si tu me fais très très peur, parce que déjà, Denver, t'as pas été capable de sortir beaucoup de noms. Alors j'ai peur sur celui-là. Ah, j'ai peur aussi, hein. C'est un qui a joué ce match. C'est le match à 31 points, 31 rebonds de Kevin Love. Écoute-moi bien, on est le 12 novembre 2010. On est en tout début de décennie et on est dans les abysses de la décennie. C'est un Minnesota contre New York. Est-ce que tu vas être capable de me citer quelques noms au moins sur ce Minnesota-New York de 2010, novembre 2010? Écoute, challenge accepté, hein, certainement perdu, mais accepté. J'ai déjà envie de dire Mike Miller. Non. non, il était à Miami. Ça commence bien. J'ai envie de dire Terrell Brandon n'y est plus, je crois. Je crois que t'es 10 ans trop tôt, là. 10 ans trop tôt. Je sais pas, bon. Ah oui, Al Jefferson. Non plus, t'es 5 ans trop tôt. Redis-moi l'année, s'il te plaît. 2010. Donc on a Kevin Love, on a quelqu'un qu'on a déjà évoqué tout à l'heure qui a été viré de Miami. Beasley, on est dans cette période-là. On a un 4e choix de draft de cette année. Wesley Johnson. Exactement. Tu vois, on a les indices, c'est bon. Hein. Meneur de New York aussi, passé par Minnesota, mais je suis pas sûr que tu l'aies comme ça sans trop d'indices. Non, je pense pas. Sébastien Telfair. Ah si, j'y ai pensé tout à l'heure, mais. On a un ancien numéro 2 de draft qui a été drafté devant Carmelo Anthony et Dwayne Wade. Darko Milicic, effectivement. T'as pas Derrick Williams du coup aussi? Non, drafté 2011, donc juste après. Et alors sur le banc quand même, je pouvais pas ne pas le citer. Donc on avait Pekovic très jeune, on avait Costa Koufos. Il y a Paolo Candy? Non. Je crois que t'es encore 10 ans trop tôt. Ouais, ça doit être ça. Anthony Tolliver, mais surtout sur le banc de Minnesota, Sundiata Gaines. Ah oui, non, mais il y a que toi qui le retiens. Il y a que moi qui le retiens, mais il est là, Sundiata. Il est là. Et du côté de New York, bon, je t'épargne parce que c'était un carnage. C'était l'équipe Raymond Felton, Wilson Chandler, Gallinari, encore lui, Amari Stoudemire et le GM des Hawks en 2022, Nico, qui est devenu GM des Atlanta Hawks. Tu le sais pas, t'as pas eu peut-être... Non, j'ai peut-être pas suivi assez, non. C'est notre ami Landry Fields. Ah, il est devenu GM d'Atlanta? Il est devenu GM d'Atlanta. Exactement. Mais quelle carrière.
Et sur le banc, on a du Mozgov, on a du Anthony Randolph, le pote de Luka Doncic en Slovénie, enfin qui est devenu slovène du coup, et Tony Douglas également. Mais on va pas s'étendre sur Tony Douglas peut-être, sauf si tu veux. Non, podcast consacré déjà pour lui à l'avenir. En tout cas, tu fais un sans faute hein, pour l'instant sur les quiz, c'est admirable. Ah mais t'as vu quand tu me donnes la moitié des réponses avec des indices, là c'est bon, je suis pas mal. Oui, quand je te définis presque le joueur sans dire son nom. Du coup, on peut passons à Harrison Barnes peut-être, qu'on va aborder plus rapidement. Harrison Barnes, 8 saisons sur la décennie, puisqu'il est drafté en 2012. On est sur du 13 points de moyenne sur la décennie et 1,6 assists par match. 31 minutes de jeu, mine de rien. Mais par contre, on a quand même 19 000 minutes sur la décennie, ce qui est quand même énormissime. C'est plus que Nikola Jokic, c'est plus ou même égal que Kevin Love, mais bref, 612 matchs, ça aussi c'est quand même assez énorme. Le titre avec les Warriors en 2015 et au niveau de récompenses individuelles, je n'ai trouvé qu'une All-Rookie Team, First Team en 2013 du coup, donc pas grand-chose. Au niveau des comparaisons NBA Draft.net, Glenn Rice. Bon. Le Glenn Rice, lequel ? Le shooter, donc je comprends pas trop. Ah oui, incroyable, oui. Oui. Au niveau des surnoms, également un peu loufoque. Est-ce que tu l'as déjà entendu être appelé le Black Falcon ? Pas du tout, non. Moi non plus, mais c'est quand même sur basketballreference.com. Mais je crois qu'Harrison Barnes, c'est un des joueurs qui a le moins de surnoms au monde, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas qu'on s'en fiche, mais il n'y a pas d'intérêt beaucoup à le trouver un surnom, j'ai l'impression. Oui, tout à fait. Au niveau de son parcours, alors, faut savoir que c'est une ancienne superstar lycéen. Moi, je me souviens que c'est un des premiers noms que j'avais lu dans un magazine NBA. C'était les futures stars de demain. C'était Perry Jones et Harrison Barnes. Ouais, que des réussites. Autour de janvier 2010, c'était vraiment... ça m'avait marqué comme nom. Et puis Barnes, hein, on dit... Alors après, c'est les gens qui disaient, mais il y avait... Moi, j'ai retenu cette comparaison. C'est le jeu de Kobe Bryant avec la personnalité de Grant Hill. Qui disait ça ? Je sais plus. Je sais que j'ai retenu ça parce que je me dis, oh, bah dis donc, ils y vont. Et autant sur la personnalité... je suis assez d'accord. Et je vois d'où venait la comparaison sur le jeu, parce qu'effectivement, le petit jeu d'appui avec des petits shoots mi-distance sur la tête des joueurs, et trucs comme ça, effectivement, le lycéen avait un peu ces petits gestes Bryantesques, mais qui rentraient au lycée. Donc oui, je comprends l'idée. Par contre, c'est plus jamais rentré une fois qu'il a dépassé le lycée. Il fait notamment l'impasse sur la draft 2011 à cause du lockout, notamment. Et il finit donc 7e choix en 2012 à Golden State. Rookie 2013 à Golden State, dans une équipe qui est déjà compétente avec Mark Jackson. 25 minutes par match, c'est quand même pas mal hein, pour un rookie. Utilisé pas mal aussi en isolation et en post-up parce que Mark Jackson, évidemment, même en playoff, hein, on s'en souvient. 2014, Iguodala arrive, donc il repasse sur le banc. Mais bon, il fait quand même 28 minutes par match sur le banc et il a 21 ans. Bon, c'est quand même pas catastrophique. Quand Steve Kerr arrive pour 2015, il repasse titulaire et Iguodala sort du banc. Et finalement, on est titulaire ou remplaçant, il est encore à 28 minutes par match. Et c'est encore peut-être pas la quatrième ou cinquième roue du carrosse, peut-être on peut dire, de cette équipe des Warriors qui gagne le titre. 2016, pareil, sauf qu'il n'y a pas le titre au bout. Rien de trop important à noter, si ce n'est que c'est son meilleur score en carrière. On est sur du un peu moins de 12 points par match, donc c'est quand même pas beaucoup hein, sur cette année 2016. Et puis donc il est viré de Golden State pour accueillir Kevin Durant, donc ça se comprend un peu. Il file du côté de Dallas, il n'a que 24 ans et là il explose entre guillemets. Peut-être on va en parler de suite, mais il fait 2 saisons consécutives 2017 et 2018 à 19 points par match, ce qui est quand même pas mal. Bon, il se trouve qu'en tant que leader d'attaque, il était le leader d'attaque de Dallas et ça a été les 2 pires années de Dallas sur la décennie, malheureusement. Enfin, malheureusement, ça leur a donné Doncic, hein. Ça leur a donné Doncic, c'est vrai. Et Dennis Smith. Bref, donc 2 années à faire beaucoup de points, peut-être dans le vide, mais du côté de Dallas, et puis échangé à mi-saison 2019 à Sacramento, la fameuse année où Sacramento est plutôt compétent avec Luke Walton et ça court pas mal et ça va en transition, etc.
Mais donc voilà, et puis 2020, fin de décennie, encore à Sacramento, et on est retombé, par contre, on n'est pas sur un score de gros volume comme à Dallas, on est seulement sur du 14 points par match. Voilà. Je sais pas comment toi tu juges d'abord son passage du côté de Golden State, ou même plus globalement. Là encore, j'ai un peu, par rapport à ce que tu disais d'ailleurs, mais le côté go-to-guy finalement ne s'est jamais réalisé par rapport aux attentes de lycéens peut-être. Et finalement, le début à Golden State, on a juste eu quelqu'un de très très sobre dans son rôle. Ouais, sobre, mais pas pour autant super efficace, quoi. Donc c'est un peu, c'est un ça, peu ouais. dommage, quoi, parce qu'autant, moi, la sobriété, j'aime bien ça sur un joueur, mais si est-ce qu'on comprend pas l'efficacité, c'est plus que t'es pas super bon, quoi. Il n'était pas non plus inefficace, comme il le sera à Dallas, mais il n'était pas ultra efficace, c'est vrai. Bah, disons que alors, il y a eu des tentatives, hein, quelques matchs, je me dis bon, parce que comme c'était quand même un 7e choix de draft, alors après spoiler, déjà à la fac, c'était quand même, on commençait déjà à s'inquiéter largement, hein. Ouais. Euh, Oui, d'ailleurs, il finit 7e choix alors qu'il est annoncé méga star, etc. quoi. Ouais, déjà, dans mon souvenir, si c'est quand il fait une deuxième année à North Carolina, c'est aussi parce que la première est quand même un peu décevante, quoi. Ouais, ouais. Et puis, alors, du coup, il s'installe un peu à Golden State dans un rôle un peu secondaire, forcément, parce qu'il y a déjà Stephen Curry, il y a Jack Clay Thompson, je crois, et avec même quelques petites tentatives un peu je prends le ballon et je vais marquer, mais qui marchent pas très bien. Et globalement, il est un peu enfermé dans un rôle de trendy, mais de trendy qui est pas encore fabuleux, quoi. C'est-à-dire le shooter est pas mauvais, mais il a rien d'exceptionnel pour l'instant. Le défenseur est intéressant parce qu'il y a ce côté physiquement, sans être un genre très explosif, il avait de la longueur et une bonne puissance, quoi. Donc ça, c'était bien. Et puis on commence un peu à être à ces périodes-là où avoir un poste 4, où en fait on met des postes 3 au poste 4. Harrison Barnes a filé quelques bons coups de main, mais c'est pas non plus un gros défenseur. C'est juste il est pas ridicule, quoi. Non, mais il a eu du coup de la valeur structurelle de par cette défense et ce rôle sobre en attaque. Tu parlais de ça, il a fait partie du fameux Death Lineup, la première version, finale 2015 et aussi 2016, le fameux Death Lineup avec Draymond Green en pivot et donc Harrison Barnes en poste 4. Ouais, voilà. Et donc, quand même, cette période-là, Golden State avait quand même fait des tentatives de essayer de lui donner un peu plus la balle. Alors, ça dépendait des matchs, alors c'est quand c'était un peu obligé. Et ça marchait pas bien. Ça marchait pas bien. Et donc après, mais du coup, on a ce joueur un peu role-player, pas exceptionnel, mais pas mauvais, et qu'on appellera à potentiel. C'est sur lui que Dallas va se jeter. Je crois qu'on peut lui filer un contrat max, je crois. Ouais, je crois que c'est un sign and trade et effectivement, il y a Bogut et Barnes qui partent Dallas. Ouais. Et arrive un peu ce qui devait arriver. C'est pas le seul exemple, hein, des trendy qu'on dit est-ce que ça vaudrait pas le coup, ou des joueurs un peu comme ça, super role-player assez jeunes. Je pense à Trevor Ariza, mais il y a d'autres exemples où on leur dit si on tentait pas de voir ce que ça donnait, si on leur filait vraiment le ballon beaucoup pour voir un peu ce que ça donne, chose qui a marché avec Jimmy Butler par exemple, mais pas avec Trevor Ariza. Là, Dallas, alors il est ticket shoot, hein, et il marque beaucoup de points, mais effectivement il n'y a pas d'efficacité, il y a pas non plus, il n'arrive pas non plus à développer du playmaking, il n'arrive pas à développer, il y a beaucoup de sa sélection de tirs est vraiment, je parlais de Kobe Bryant, tu retrouves un peu ça, quoi. C'est-à-dire beaucoup de longs tirs à 2 points sur la tête des joueurs qu'il arrive à prendre, hein. Sa force, c'est qu'il arrive à prendre des tirs difficiles. Mais juste, il les met pas, quoi. Et c'est un peu un problème. Ouais. Du coup, oui. Pour donner les chiffres rapidement, à Dallas, on est sur quelqu'un qui a 25% d'usage, donc c'est un gros volume, mais c'est même pas un volume de star, quoi. C'est un volume, voilà, de lieutenant, on va dire 25%, et on est sur une efficacité, le fameux true shooting plus, donc par rapport à la moyenne, on est sur du 97, 98 et 98. Donc, moins 3% par rapport à la moyenne en efficacité, moins 2% et moins 2% de 98 pour aller à 100. Bref. Voilà, donc non seulement c'était pas efficace du tout, mais en plus c'était même pas sur un énorme volume. Et comme tu dis, à ce scoring inefficace en fait, à ce scoring inefficace, il n'y a aucun playmaking, aucune création de jeu pour du collectif, aucune génération de décalage et de jeu, de pouvoir profiter de tout ça. Et donc ce qui fait que on est sur quelqu'un qui, au mieux, dans les meilleurs passages, on pouvait décrire comme un go-to-guy neutre, nul, avec une valeur nulle, hein, je veux dire, pas nul, mauvais, quoi, mais quelqu'un qui, par rapport au nombre de ballons que tu lui donnais, n'était pas rentable, quoi. C'est-à-dire que tu lui donnais pas mal de ballons quand même, et la production finale, c'était quelque chose qui était moins efficace que le rendement moyen NBA
ce qui donc fait pas beaucoup avancer les choses pour ton attaque, quoi. Mais tu vois, presque moi, les années Dallas, je vais pas leur mettre des points malus, mais pour moi, c'est encore une fois, c'est des valeurs nulles, quoi. Je les compte pas trop. En tout cas, c'est pas de points bonus. En tout cas, dans le référentiel d'aujourd'hui, on a des exigences assez importantes, hein, un top 100 de décennie. Je dis pas que par rapport à rien du tout, ça compte pas, mais par rapport aux exigences d'aujourd'hui, bah, pour moi, je les compte pas trop, quoi. Et finalement, bah, Sacramento non plus, hein. Bon, pas grand chose de différent à dire Sacramento par rapport à Dallas, si ce n'est le volume moins grand et peut-être un peu plus efficace, un chouïa. Mais pour moi, pourquoi il est dans ce top 100? Pourquoi est-ce que je l'ai mis dans ma playlist? Même si il fait partie des noms qui peuvent être totalement dégagés, hein. Je sais pas si toi, plus tard, tu pourras argumenter pour d'autres noms qui ne sont pas dans la playlist. Mais Westbrook et tout, par exemple. non. non, mais je pense qu'il peut être parmi les candidats que je peux potentiellement sortir de la liste. On verra ce que les auditeurs en pensent notamment. Mais pour moi, pourquoi est-ce que je l'ai mis dans la playlist? Bah, c'est les années Golden State. C'est la valeur structurelle dont tu as parlé de un joueur qui est capable de faire du switch all, un certain spacing, mais encore une fois, un spacing autour de la moyenne, hein, 35-36% et pas beaucoup plus, et qui peut aussi, qui a cet apport de wing stopper finalement. Donc c'est un peu ces trois éléments qui le faisaient avoir une valeur positive pour moi à Golden State. Et je crois que j'ai pas relevé son minutage, mais il a plus de 30 minutes par match, hein, sur ses runs de playoff. Voilà, c'est quelqu'un d'assez important et qui a de la valeur de par sa défense et un peu ce truc de l'ombre. Mais voilà, je pense qu'on devrait l'attendre plutôt fin top 100, à la fin, voire même en dehors, et quelqu'un pourrait venir lui prendre la place. Je vais être facile à convaincre, je pense. Et puis même, oui, aussi, au niveau de... pardon, je rajoute, tu parlais de zéro playmaking en attaque. C'était pas non plus un playmaker défensif, et c'était pas non plus quelqu'un qui... voilà, il y avait de la défense face au ballon et sur du switch, mais c'était pas non plus quelqu'un d'incroyablement cérébral ou playmaker en défense, quoi. Oui, puis tu parlais de switch all, c'est pas sur tous les postes non plus, je dirais. Ouais. Et c'est pas non plus de la superbe défense. Donc c'est vrai que c'est pas scandaleux de le mettre sur un poste 2, un poste 3, un poste 4. T'es pas, voilà, ça te va, quoi. Mais t'as pas beaucoup plus, quoi. T'as juste un joueur que tu peux mettre devant un autre joueur et ça fait pas tout, ça fait à peu près le boulot, mais c'est pas exceptionnel, c'est pas génial, t'as rien en plus, quoi. Après, par contre, juste sur Sacramento, sur cette saison 2019-2020, il retrouve en plus un rôle de vrai trendy et il devient un peu meilleur shooter quand même. C'est vrai. Vraiment sur le catch and shoot, hein, et c'est vraiment son rôle, machin. Donc je mettrais quand même un peu à son crédit. Alors pas, ça fait pas bouger l'aiguille, pas du tout, hein. Bah, surtout, ça fait pas bouger l'aiguille parce que Sacramento, quoi. S'il avait été dans une bonne équipe, il aurait eu plus de valeur dans ce rôle-là. Je suis d'accord. Là, le fait est que, bah, malheureusement, encore une fois, hein, la faute a pas de chance pour lui, mais du coup, ouais, c'est comme tu dis, ça fait pas beaucoup bouger l'aiguille, pour faire un peu en anglicisme. Oui, et juste pour mais je crois que c'est en français aussi, hein, juste pour la blague un peu. Donc en reprenant un petit peu la carrière de Barnes, j'ai trouvé un article de, c'est quoi, c'est 538 ou un truc comme ça, ouais. Je me trompe toujours, qui fait un article sur les joueurs qui, en faisant leurs statistiques, alors je crois que c'est le Raptor qui prennent, donc qui est une espèce de stat all-in-one, mais qui prend en compte la production du joueur, mais aussi son plus-minus, tout ça. Et ils avaient fait un classement, voilà, des joueurs, au bout de combien d'années de NBA, ils passent d'une valeur négative à au moins un truc positif, quoi. Et Harrison Barnes, c'est sa 9e année, je crois, où ça passe en plus. Et en plus, c'est le plus à Sacramento, quoi. Donc on peut aussi se poser la question de est-ce que son plus à Sacramento, qu'est-ce qu'il veut dans une équipe de playoff? Ouais, puis du coup, c'est hors décennie, Sacramento, presque. Ouais, 9 ans. Je sais pas où on en est de la 9e année, mais c'est juste pour dire que voilà, toute la carrière. Effectivement, je crois qu'on est 2021 du coup. Mais bref, alors pour finir un quiz, même si je remets en question tout mon format de quiz à cause de toi. Mais t'as pas cerné que moi ce que je voulais c'était pas les effectifs, les trucs comme ça, hein. Alors quand même, pour que les auditeurs ils jouent un peu, essayer de chercher. Vas-y. Est-ce que tu te souviens du poster dunk qu'il avait mis justement sur Bekovic? C'est exactement le truc que je retiens pas. Non, pas du tout. Tu retiens pas, d'accord. Alors je vous encourage à aller le voir. C'était en 2013. Tapez sur YouTube si vous connaissez pas Harrison Barnes sur Pekovic. Est-ce que je te fais le jeu qui est sur le terrain à ce moment-là? Allez, quand même, le Golden State, c'est assez facile. Tu peux trouver Golden State. C'est Golden State, Minnesota, donc. Golden State, bon, il y a donc Stephen Curry, Klay Thompson. Ouais, les deux, ouais. Déjà Draymond Green, je pense. Ouais, mais il est pas sur le terrain, du coup, au moment du poster dunk. Sur le terrain? Sur le terrain, ouais. Qui est sur le terrain? Ok. Est-ce qu'il y avait déjà Bogut?
Ouais, mais pas sur le terrain. Pas sur le terrain. Livingston. Non, pas encore. Je crois qu'il est à Brooklyn à ce moment-là, voire même à Cleveland. Ok, Brandon Rush. Non, mais alors au niveau de la paire d'intérieur, il y en a un qui est passé par Houston, qui était un peu un darling des analytics de Houston à l'époque. Poste 4. C'est pas Carl Landry? Exactement, c'est Carl Landry. Tu vois. Et l'autre intérieur, bon, bah, il a été une star à New York juste avant d'arriver à Golden State. Effectivement, c'est David Lee. J'allais le dire, David Lee, je l'avais à l'esprit. Et je t'épargne qui est sur le terrain du côté de Minnesota. Bon, bah, il y a Pekovic qui se fait postériser. Il y a notre ami Kevin Love, évidemment. Après les trois, alors, je pensais que le quiz était dur, mais bon, il est impossible pour toi, du coup. Les trois derniers, Non, bah, les trois derniers, c'est un ailier russe. Est-ce que tu peux le trouver avec des gros indices? Oui, c'est pas comment c'est Shrev, je sais alors, plus. Alors, oui, il y a Alexis Shved, mais je parlais pas de lui. Voilà. Je parlais pas d'Alexis Shved. Je parlais de Kirilenko, qui est sur le terrain. Ah, Kirilenko, mais oui. C'était juste avant qu'il ne prenne pas son énorme player option pour ensuite aller signer au minimum chez Mikhail Prokop. Bref, on peut revenir sur cette histoire. Et le cinquième nom, c'est Baria, du côté des Timberwolves. Ah, Donc là, le Kirilenko, Shved et Baria, je pensais que tu ne les aurais pas. Non, je les aurais pas eu. Non. Mais finalement, tu n'as même pas eu les autres. Je suis méchant parce que tu as eu les autres quand même. Ouais, c'est pas si mal. Ouais, franchement, c'est le meilleur que j'ai fait depuis le début. Je suis épaté même. Et juste également, si ça vous intéresse aussi des poster dunks d'Harrison Barnes, tapez aussi Harrison Barnes contre les Bucks. Il en fait un la même année, en 2013. Il fait un poster dunk sur Ilyasova qui est quand même pas mal. Il monte très très haut. Donc allez voir ça si vous connaissez pas et si ça vous intéresse. Du coup, on peut passer à notre quatrième joueur du jour. On va essayer d'un peu d'accélérer. Mais c'est quand même un gros morceau, puisque c'est Tony Parker qu'on aborde tout de suite. Tony Parker, 9 saisons sur la décennie, entre 2011 et 2020. Donc lui, il s'arrête en 2019, du coup. Et même, je pense qu'on peut compter, entre guillemets, 7 vraies saisons, puisque on va le voir, 2018, il est déjà pas top, et 2019, encore moins. Sur la décennie, c'est 14 points par match, 5,6 assists, 28 minutes par match en moyenne sur la décennie. On est sur du 16 000 minutes sur la décennie, c'est beaucoup, et 586 matchs. Et donc voilà, au niveau du palmarès, le titre en 2014, évidemment, avec les Spurs. L'année après, l'échec en finale avec le tir de Ray Allen, bien sûr. 3 fois All-Star sur cette décennie, 2012, 2013 et 2014, 3 années d'affilée. Et c'est à noter qu'il est 3 fois All-Star dans les années 2010, et il est aussi 3 fois All-Star dans les années 2000, finalement. 2006, 2007, 2009, donc assez équilibré de ce point de vue-là entre les deux décennies. Et également en termes de All-NBA, qui est plus important qu'All-Star, on est sur quelqu'un qui a fait 3 fois la second team, pareil, 2012, 2013 et 2014, même si je pense qu'il y a une de ces années où il aurait pu prétendre à la first team, 2013, on va y revenir. NBADraft.net, il n'y a pas de comparaison parce qu'il est trop vieux. Draft 2001, donc le site n'existait pas, on n'a pas eu de comparaison loufoque. Mais par contre, au niveau des surnoms, j'ai envie de te les dire aussi parce que c'est intéressant. Bon, on a Tipeee, ok, bon, super. Après, on avait le Fiery Francophile. Est-ce que tu connais ce surnom? Non, et je pense qu'il est interdit dans plusieurs États. Oui, je pense aussi le francophile fougueux, littéralement. Et puis on avait aussi Attends, c'est débile qu'il soit francophile, il est français. Enfin, tu peux aimer la France parce que t'es français, mais tu n'es pas francophile, quoi. Effectivement. Et puis on avait aussi la parisienne Tornado. Torpedo. Voilà. Torpedo, oui, effectivement. Ah, tu es sur la page de Basketball Référence, ce que je vois. Tu fais bien parce que tu me reprends. Au niveau du parcours, début de décennie 2011, il a déjà 28 ans, mine de rien. 2011, il est quand même dans un rôle majeur, déjà encore même, on peut dire. Élimination au premier tour par Memphis, ce qui est un peu un événement à l'époque, puisque San Antonio est premier de la conférence Ouest avec 61 victoires, et pourtant ils se font upset au premier tour. Il n'est pas hyper bon sur cette année-là, sur cette campagne de playoff. Il y a le trade de Richard Jefferson qui amène Kawhi Leonard, évidemment, draft 2011. 2012, ça va un peu mieux. Les Spurs font finale de conférence contre OKC, avec même, on se souvient, une série de victoires ininterrompues sur tout le run de playoff. Ils mènent 2-0 contre OKC, et puis ensuite, le run s'arrête et ils perdent 4-2, malheureusement.
Et puis après, 2013-2014, le run jusqu'en finale avec le titre seulement en 2014 et le tir des Ray Allen en 2013. La saison 2013, on va en parler, il était dans la conversation pour le MVP. 2015, ils se font sortir au premier tour par les Clippers dans la série mémorable, tu sais, entre Clippers et Spurs, qui était digne d'une finale de conférence, finalement. En termes de niveau de jeu, les deux équipes auraient totalement pu prétendre à ça. 2016, éliminé aussi par OKC. C'était un peu un upset parce que les Spurs de 2016 étaient quand même une très très grosse machine et finalement c'est OKC qui l'emporte. Et puis là on commence déjà un peu à voir que au niveau des points par match on descend. On était à 20 points par match, on commence à redescendre à 15 points par match. 2017 le temps de jeu aussi redescend. 2018 là il perd carrément sa place de titulaire. En 2018 il joue de moins de 20 minutes par match. Et puis 2019 il signe à Charlotte pour un an aussi, je pense, pour James Borrego, qui était le coach de Charlotte et assistant aux Spurs avant ça. D'ailleurs, je crois que le mariage s'était pas très bien terminé avec les Spurs, où il y avait des histoires de prolongation, pas prolongation, et que finalement il était parti. Mais bref, la fin de l'histoire est pas idéale. Oui, alors surtout peut-être te questionner sur le début de décennie. Moi, ce que j'avais noté, et j'ai envie d'avoir ton avis, mais pour moi, le début de décennie où il fait partie des meilleurs joueurs de NBA, alors peut-être pas top 5, mais il fait partie des meilleurs joueurs de NBA, je sais pas moi, top 15, top 20, top 25, et surtout parce qu'on est un peu à la croisée des chemins, à la parfaite croisée des chemins entre le Tony Parker qui a acquis une expérience et une technique de dribble absolument dingue, en termes de placement, de nuances et d'appui, etc., le croisement de ça, et aussi de son physique et son explosivité, qui était encore très bonne. Oui, ces années-là sont clairement, enfin, à mon sens, on peut discuter, mais ces années les plus abouties, là où il est le pic de sa carrière, quoi. Ça correspond aussi, peut-être de façon un peu plus malheureuse pour lui, avec la fin de Tim Duncan, la fin de Ginobili qui est plus vieux que lui, hein. Donc, et c'est un peu lui qui prend un peu le relais. Après, il y a Kawhi Leonard qui arrive par la suite, mais il est un peu dans son pic, et là où c'est pas le pic des autres, quoi. Et il y a même un moment donné où il devient un peu le franchise player, c'est un peu les années que tu dis. Et effectivement, on a un joueur qui était déjà très très fort. Là, on a un peu le sommet de sa courbe. Il y aura le déclin juste derrière, mais pour l'instant, il y a ses meilleures années. Et ça se voyait sur le terrain. Tu parles effectivement d'un joueur, effectivement, je ne saurais pas dire top 10, top 15, mais très très fort. Clairement, c'est ces années-là qui vont porter, qui vont porter la valeur qu'on va lui donner sur cette décennie-là, parce que la chute vient assez vite finalement, hein, pour lui. Et c'est pas étonnant, parce que c'est un joueur qui athlétiquement, il est pas très bien doté en fait, hein. Il y a beaucoup de vitesse. Ça, effectivement, avec beaucoup de subtilité dans sa vitesse, avec des changements de rythme, de tout ça. Mais voilà, s'il perd un peu, il y a un peu la base de son jeu qui s'en va. Surtout qu'il est un peu petit, avec pas non plus une envergure de fou. Donc, à partir du moment où tu perds la vitesse pour créer le décalage, quand t'as plus cette vitesse et que du coup le défenseur est encore sur toi, t'as peu à les centimètres pour quand même créer des bons layups, quoi. Donc ça coince un peu, quoi. C'est ça, l'explosivité qui perd un cran. Bah, lui, il peut pas compenser avec de la longueur, avec de la puissance. Donc c'était un peu attendu, et il y a pas à approcher, mais du coup effectivement ça prend pas mal sur la décennie finalement. Ouais, mais tu vois, ça, je trouve que ça vient assez tard relativement, en tout cas autour de 2016-2017 finalement, et de 2011 à 2015, voire même 2011-2016, on est sur quelqu'un qui, en tout cas, le déclin n'apparaissait pas trop, et autant Tim Duncan était encore très bon rock défensif, mais on n'était plus, comme tu dis, sur le go-to-guy offensif, mais autant Parker, pendant ces 5 années-là, 4-5 années, et finalement, alors peut-être pas la star en elle-même intrinsèquement, comme peuvent être d'autres go-to-guys, des James Harden ou des LeBron, ou voilà, il n'était pas fort à ce point individuellement, mais par contre, là où il avait une valeur qui était assez bonne, c'était que, et on en parlait souvent tous les deux sur l'écho des parquets, c'est que en fait c'était la première étincelle qui crée le décalage, et ensuite que ce décalage allait être exploité par le magnifique collectif de San Antonio, quoi. C'est ça. Et puis je sais pas s'il y avait, enfin, je pense qu'on peut compter sur les doigts d'une ou deux mains les joueurs aussi forts dans cette capacité-là de créer un décalage à partir de rien. Je pense qu'on peut vraiment le mettre, et le mettre très haut à cette époque-là. Et cette compétence, cette capacité-là, moi je la valorise énormément, parce que, alors après il faut savoir l'exploiter derrière, mais globalement c'est un peu ça qui crée un tir ouvert derrière, quoi. C'est vraiment cette capacité à faire un décalage. C'est ce qu'on cherche chez partout, et tous les
Alors, il y a des exceptions, mais la plupart des meilleurs joueurs ont cette capacité à créer un décalage. Et Parker est un des meilleurs dans le domaine. Donc déjà, ça c'est... Même si après, c'est vrai qu'il avait pas non plus, encore une fois, je pense pas qu'il avait le côté passing, playmaking d'élite, peut-être. Non. En plus, il avait pas la taille non plus. Et clairement, si tu mets le même Parker de ce niveau-là, ces années-là, tu le mets non pas à San Antonio, mais ailleurs, avec un environnement qui est pas aussi bon collectivement, je sais pas moi, à la place de James Harden aux Rockets, ça fait pas aussi bien. Mais là, le fait est que ben voilà, il a eu la chance d'atterrir dans ce collectif des Spurs. Et du coup, certes, c'était pas un go-to guy top 5, top 10 classique, avec ce genre de capacité un peu implacable à tout faire, à prendre des décisions, à être cérébral, à faire n'importe quelle passe sur le terrain. Mais voilà, comme on dit, ce premier décalage dans ce collectif-là faisait qu'on a eu une attaque qui était littéralement une des meilleures attaques de la décennie, avec les Spurs. Oui, et puis ce décalage vient avec une capacité de drive qui est elle aussi élite. Un peu plus compliqué de savoir où je placerais historiquement cette capacité de drive, mais je pense que je la place assez haute, vraiment de façon historique, surtout si en plus je tiens compte de son manque de longueur et de puissance, et de même de jump, hein, parce que il monte pas haut en fait. Mais déjà son drive est d'un niveau exceptionnel, alors qu'on est encore dans ces années-là, encore un peu embourbé à l'intérieur, hein, y compris à San Antonio, qui même si c'est un peu qu'on pas mal démocratisé l'idée de mettre un poste 4 shooter, ils ont aussi beaucoup conservé pendant beaucoup d'années, et y compris parallèlement à ces équipes un peu plus small ball, à conserver de vrais intérieurs. Et la capacité de drive de Parker arriver à être très efficace malgré ça, à trouver des tirs assez improbables, très compliqués, vraiment proximité du cercle, et qui étaient à haut pourcentage, notamment par rapport à la difficulté du tir. On peut lui reprocher un peu, peut-être, c'est peut-être un regret que j'ai un peu avec lui, c'est qu'il provoquait pas beaucoup de fautes par rapport à cette capacité de drive. Je pense que c'est aussi de par son style, un peu comme Irving d'ailleurs, où quand tu essaies de créer des bons angles de lay-up, même dans le trafic et même quand il n'y a pas la place, et que tu essaies de créer ce lay-up plutôt que simplement aller dans le contact, bah oui, il y a des fois tu fais des définitions de malade mental dans des angles impossibles, mais il y a des fois ça rentre pas et tu aurais peut-être dû, en tout cas, tu n'as pas joué le contact, donc t'as pas la faute, quoi. C'est ça. C'est ça. Après, est-ce qu'il est un joueur aussi fort en jouant sans la faute? C'est aussi sa force, c'est d'être capable d'être un poison pour la défense, de se dire, mais il faut que je trouve un moyen pour aller l'empêcher de faire son lay-up très compliqué. Est-ce qu'il crée des décalages, des choses comme ça, et qui crée même des décalages anticipés, quoi? Parce que dès qu'il commence à faire son drive, t'as toute la défense qui est là en mode, ok, il faut vraiment blinder le cercle, parce que là, c'est sûr qu'on va prendre le panier, quoi. Oui, si vous connaissez pas, si vous êtes jeune, allez taper Tony Parker, je sais pas moi, Spurs Drive sur YouTube, vous allez voir une maîtrise de l'équilibre, des appuis, des petits détails du dribble absolument folle, quoi. Et puis il avait des counter moves, quoi, donc des moves qui pouvaient contrer toutes sortes de choses, son fameux flotteur. Là aussi, tir très difficile qu'il a plutôt suffisamment bien maîtrisé pour bloquer, enfin contrecarrer les propositions de la défense. Et il a aussi développé, là il a déjà un très haut niveau, hein, un pull-up à certaines mi-distance. Mais à l'époque, la question se pose pas, mais là il avait, où il y avait vraiment ce côté, dès qu'il serait le décalage, en fait, il avait 3 niveaux pour marquer au cercle, juste avant avec le flotteur, et le tir à mi-distance. Et ça fait partie de toute sa capacité à créer du décalage, à vraiment parasiter une défense qui était assez exceptionnelle. Et t'as parlé de son playmaking qui était pas élite, je suis d'accord, hein, mais il était de très bonne qualité. Et pour moi, il était assez. Alors c'était plus dans la justesse, dans la simplicité, plutôt que dans vraiment la créativité pure ou les choses très très compliquées. Mais c'était vraiment le bon geste où il fallait. Il y a aussi ce côté, c'était un meneur là où c'était pas un meneur monopolisateur du ballon. Et ça aussi, pour moi, c'est un plus, malgré son absence de tir extérieur, à part une année par-ci par-là où ça arrivait un peu comme par surprise, son corner tree rentrait. Mais globalement, c'était un joueur qui mousait pas beaucoup la balle et qui était pas dans le jeu de San Antonio, qui a réussi à bien être un porteur de balle, qui réussit à s'incruster comme il fallait dans le jeu de San Antonio, très 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 égalitaire, à la fois en étant cette étincelle dont tu parlais, mais aussi juste en étant un mec un peu ouais, qui fait la passe simple, qui fait la passe, juste le mec qui s'y libère un peu, il lui fait la passe, quoi. Et ça, je pense, c'est quelque chose que je mets à son crédit,
d'être capable de vraiment apporter des choses, à faire son truc dans le contexte collectif tout en étant un porteur de balle, quoi. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, tout à fait. Mais je pense que quand on va arriver à le comparer à d'autres meneurs d'élite de cette décennie, ce sera peut-être là qu'il va y avoir des points peut-être à retirer. En tout cas, dans la comparaison, c'est un peu sur le passing. Évidemment aussi sur la défense. Je pense que on n'était pas sur un défenseur si positif que ça. Donc là-dessus, peut-être aussi. Mais quand même, avant de finir, j'avais quand même envie d'insister sur le fait que son année 2013, elle est vraiment de très très haut niveau. Et bon, bah, le côté, je me souviens à l'époque, hein, le côté candidat MVP commençait doucement à monter et finalement il s'est blessé en plein milieu de saison et donc le narratif est complètement retombé et finalement il finit même dans la deuxième équipe alors que cette année il aurait dû être première équipe mais sans aucun doute. Pour dire aussi, voilà, au niveau de son efficacité, on était sur quelqu'un qui avait plutôt des gros volumes hein, sur début de décennie, 28%, 32%, 32%, 31%, 29%, 27%. Voilà, c'est quand même plutôt pas mal. On est autour de la barre des 30% du symbolique des volumes de stars. Donc, gros volume. L'efficacité, pas toujours top. On est trop shooting plus 105, 102, 103, 101, 101. Donc, voilà, on n'est pas sur certaines superstars comme James Harden qui vont péter des 113, 116 ou Curry à 120. Ok, mais quand même. Donc, il y a cette fameuse année 2013 où sur 31% d'usage, il fait du 110 de true shooting plus. Donc, c'est-à-dire plus 10%. Son score est 10% plus grand que le true shooting moyen de NBA. Et ça, pour le coup, si tu regardes la stat brute, tu te dis, bon, ben oui, ok, bah, c'est l'équivalent de Garland en 2022, quoi. Donc, c'est bien, mais sans plus, quoi. Sauf qu'en fait, quand tu regardes relativement à la moyenne de l'époque, c'est pas la même histoire parce qu'en quelques années, la production offensive a explosé en NBA. Et en vérité, en fait, à l'époque, c'était le 6e scoreur le plus efficace de NBA parmi les gros volumes. Donc, il était seulement derrière LeBron, KD, Curry, Chris Paul et James Harden. Donc, voilà. Donc, c'était quand même pas mal. Et pour un peu une comparaison aujourd'hui, en gros, hein, en termes de scoring par rapport à la moyenne, il serait entre LeBron, Embiid d'un côté et de l'autre, Giannis Antetokounmpo et KD qui sont un peu au-dessus. Voilà, il se situerait pour les standards 2022 entre ces deux groupes de joueurs, LeBron Embiid un peu en dessous, Giannis KD un peu au-dessus. Donc voilà, on était sur ça n'a été qu'une saison, mais je pense que je vais l'évaluer plutôt pas mal et lui donner pas mal de valeur parce que oui, en fait, on était sur une vraie très très belle saison sur un gros volume, une efficacité d'élite. Alors peut-être pas historiquement élite, mais vraiment d'élite quoi. Donc moi, je vais donner pas mal d'importance à ça et c'est pour moi, ça va être un des arguments aussi dans le classement final, quoi. Ok. Et moi, défensivement, alors on est d'accord que c'est pas un gros positif, mais je pense pas qu'il soit très dans le négatif, hein, parce que je trouve que c'était quand même un défenseur très très juste, en fait, alors, avec ses limites physiques, clairement. C'est ça. Ouais. Mais globalement, la science de la défense, il est à peu près. Après, il n'était pas sur un poste où tu fais du playmaking, quoi. Et puis même globalement, c'est vrai qu'il n'avait pas la capacité de faire du vrai playmaking. Mais il était juste, il suivait les rotations, il savait toujours où était son défenseur. Mais c'était assez satisfaisant, je trouve. Oui, c'était satisfaisant, mais il n'y a pas une énorme valeur positive, si on peut le formuler comme ça. C'était suffisant pour son profil, mais c'était pas transcendant, quoi. Donc voilà un peu pour ce qu'on pouvait dire. Finir alors sur un petit quiz. J'avais 2 petits quiz, mais je vais faire le deuxième plutôt. Je pense qu'il va t'aller plutôt pas mal. Alors, c'est un Kick à 20 000 minutes. C'est un quiz de qui, sur la draft 2001, a comme lui plus de 20 000 minutes NBA. Est-ce que tu es prêt à me citer des noms ? Je vais te donner des indices hein, au niveau des noms. Alors que je me mélange peut-être un peu les drafts, mais est-ce que il n'y a pas Pau Gasol dans ces drafts-là ? Pau Gasol, il y est, exactement. Pau Gasol, Tipeee, donc ça fait 2. Ça fait 2 et... Allez, indice. Vas-y. Allez, indice. Quelqu'un qui est passé par Memphis, qui est un peu une idole de Memphis dans cette décennie d'ailleurs. Zach Randolph, effectivement. Quelqu'un qui est passé par Phoenix, Atlanta, Brooklyn, notamment. Un arrière. Joe Johnson. Quelqu'un qui est passé justement par les Spurs en 2011 et qui a été échangé, je l'ai dit tout à l'heure. Richard Jefferson, effectivement. On a quelqu'un qui a été pivot défensif du côté de Dallas et de New York. C'est pas Tyson Chandler ? Tyson Chandler, effectivement. On a un role-player de luxe qui était passé par les Rockets, les Grizzlies, une espèce d'ailier 3&D très intelligent,
Le Miami Heat aussi, à la fin. Je crois qu'il bosse à Miami en ce moment. J'ai tellement me dire Quincy Pondexter, mais je sais que c'est pas lui. Non, c'est Shane Battier. Ah oui, pardonnez-moi, effectivement. On a aussi également à plus de 20 000 minutes en carrière NBA dans cette draft 2001, quelqu'un qui a fait deuxième au défenseur de l'année 2010, qui était un ailier très fort défenseur du côté de Charlotte. Jarrell Wallace. Jarrell Wallace, effectivement. Et puis on a un dernier nom qui, je sais pas trop comment le décrire, Sacramento, Philadelphie, mais Haïti peut-être, si je donne cette Ah indice. oui, Samuel D'Alembert. Exactement. Bref, du coup, avançons et passons au tout dernier joueur dont on va discuter aujourd'hui. Ensuite, on fera un point sur le classement. Et ce dernier joueur, alors moi je l'avais numéro 1 du coup, et de manière incontestable, et toi tu l'avais en numéro 3, c'est Kyle Lowry du coup. Kyle Lowry, 10 saisons sur la NBA, et pour le coup lui c'est 10 saisons pleines, il n'y a pas de mauvaise saison à retirer, en tout cas pas trop il me semble. Draft 2006 d'ailleurs, donc il arrive, il a déjà 23 ans au niveau de cette décennie. Sur la décennie, 17 points de moyenne, 7 assists de moyenne et 35 minutes de jeu en moyenne par match. C'est plutôt pas mal. Tu vois, au niveau des minutes, on est sur 23 000 minutes de jeu sur la décennie, plus de 677 matchs. Et encore, on parle que de la saison régulière, évidemment. Il y a 84 matchs à rajouter au niveau des playoffs. Champion NBA en 2019, du coup avec Toronto. 6 fois All-Star, mais bizarrement, une seule fois All-NBA. C'était en 2016 et c'était que la 3e équipe. Bon, moi j'aurais quelques trucs à redire dessus. Malheureusement pour lui, le palmarès n'est pas aussi grand qu'il aurait pu de ce point de vue-là. Comparaison NBA Draft.net, Tim Hardaway. Du coup, le papa, pas celui de Dallas actuellement. Niveau surnom, Monsieur Raptor. Le Groth. Alors Groth, je pense que c'est Goth avec Raptor. Greatest Raptors of all time. North Philly Finest. Au niveau des surnoms, puisqu'évidemment il vient de Philadelphie. D'ailleurs, je crois qu'il a son maillot retiré du côté de Villanova, la fac de, ça m'étonnerait pas, ouais. La fac de Philadelphie. Et surnom aussi Bulldog. Je trouve que ça lui va bien. Oui, c'est son physique, son visage marche bien avec. Pour retracer un peu son parcours avant que je te lance un peu sur qu'est-ce que tu as à dire sur ces années. Donc il commence, il a 23 ans, il est du côté de Houston, parce qu'il avait commencé, il avait été drafté fin de premier tour par Memphis, mais Houston et Daryl Morey étaient allés le chercher, parce qu'ils trouvaient qu'il y avait des trucs intéressants. Et je pense qu'effectivement, ça s'est un peu confirmé. Donc c'est un Houston un peu pas mauvais, mais pas bon, clairement on peut dire comme ça, avec du Aaron Brooks, du Kevin Martin, du Scola, du Battier, du Carl Landry d'ailleurs, justement, Chuck Hayes, etc. Donc là, il a à peine 23 ans, comme je dis, il reste 2 ans à Houston. Ensuite, il est échangé en 2012 du côté de Toronto contre un tour de draft qui deviendra Steven Adams. Pas mal. Et échangé aussi contre Gary Forbes. Est-ce que tu te souviens de Gary Forbes? Parce que moi, pas du tout. Si, moi ça me parle, je sais plus trop pourquoi, mais je crois que c'était un joueur un non drafté qui avait un peu fait une surprise et qui avait un peu le potentiel de super remplaçant. Ouais, devenu très très riche depuis Forbes. Mais bref. Il a fait un magazine, oui. Donc du coup, 2013 du côté de Toronto, c'est la seule année à Toronto où lui est à Toronto et ça se passe pas très bien d'un point de vue collectif en tout cas. Et puis ensuite 2014, l'équipe devient compétitive, notamment avec lui. Ils font les playoffs, éliminés malheureusement au premier tour contre les Nets. 2015, très très grosse année pour Toronto, mais tombe au premier tour contre Washington un peu. C'était pas prévu, c'était un peu une catastrophe sur la fin de saison. 2016, 2017, 2018, c'est le triplé éliminé par Cleveland à chaque fois. La fameuse légende de LeBronto, ça naît de là. Alors sur le lot, il y a quand même une finale de conférence en 2016 et ensuite 2 demi-finales de conférence en 2017 et 2018. Après quoi, 2018, il y a l'échange DeRozan contre Kawhi Leonard, évidemment. Ce qui amène 2019 au titre, bien sûr, où lui est une part très importante de ce titre-là. Et puis même 2020, donc Kawhi Leonard s'en va. Et même dans la bulle, on se souvient que Toronto et Boston avaient eu une série en demi-finale de conférence totalement dantesque en 7 matchs. Et Toronto aurait pu passer, aurait pu faire finale de conférence, voire finale. On était sur une très très bonne équipe, je trouve. Donc voilà, alors peut-être quand même te lancer sur le... Bon, mettons un peu de côté Houston et son développement personnel, mais sur les premières années à Toronto,
finalement, on a aussi l'explosion de quelqu'un qui est un meneur dans la pure tradition, enfin pas la tradition, mais un peu l'âge d'or des meneurs dans ce milieu des années 2010 et quelqu'un qui peut à peu près tout faire, quoi. Oui, oui, oui. Enfin, qui est solide partout, à mon sens, à défaut d'être exceptionnel, quoi, ou d'être très fort. C'est un peu, on a peut-être une vision assez différente du joueur, mais pour moi, le Kyle Lowry devient intéressant le jour où il sort ce pull-up jumper à 3 points et qu'il le rentre avec un taux suffisamment intéressant. Pour moi, là, ça débloque le joueur un peu qu'il est, parce que ça lui ouvre toutes les possibilités le danger qui peut être lui-même, le danger absolu, j'ai presque envie de dire, celui qui empêche de faire de défendre bien un pick and roll. Mais ça, justement, il l'avait à Toronto dès 2014, il me semble. Ben, c'est pas l'image que j'ai. Alors, je suis pas allé revérifier, mais moi, je sais plus à partir de quel moment il y a un peu cette découverte, mais entre le il l'a et le tout le monde est au courant qu'il l'a, tu vois. Ouais. Et où tout le monde sait qu'attention, ce machin-là, c'est super important, tu vois. Dans mes souvenirs, 2015, c'est sûr, il avait, et c'est sûr, c'était pas un des meilleurs, mais un des mecs qui pouvait prendre ce tir-là, et c'était dangereux dès 2015, et il me semble que 2014, un peu déjà, quand même. Peut-être, mais tu vois, moi, j'aime pas beaucoup le Kyle Lowry de toute la période d'avant, ça, en fait. Je trouve qu'il est pas assez efficace, c'est un playmaker ok, mais juste ok, et un défenseur qui est bien, mais ok. Mais en termes de scoreur, je l'aime pas trop, en fait. Je le trouve pas très intéressant. Et c'est vraiment quand il a de façon reconnue et que ça a un impact sur l'équipe, son attaque entière et du coup sur la défense adverse, que là, ça commence à devenir un truc assez intéressant. Même si je reste quand même un peu sur ma fin, parce qu'il n'y a pas un volume énorme, il me semble, de ce genre de pull-up tree. Et puis, il y a ça et le catch and shoot. Et sinon, en termes de scoring, c'est un peu... J'accroche pas trop sa création. Je trouve qu'il est pas si fort que ça pour se créer un panier quand il faut se créer un panier, quoi. Tu vois? À part ce pull-up qui est bien, mais avec que ça me gêne un peu, quoi. Ok. Alors du coup, je suis quand même beaucoup plus chaud que toi sur son scoring de manière générale. Alors, celle aussi, je disais un peu l'âge d'or des meneurs et un peu la tradition de ce meneur, un peu ce rôle de meneur qui finalement a un peu disparu. Aujourd'hui, on a surtout beaucoup de joueurs héliocentriques qui sont capables de tout faire à eux seuls. Dans les années 2010, on avait encore ce rôle un peu de meneur gestionnaire, mais pas que gestionnaire, quoi, justement. Un peu celui qui peut faire un peu de scoring, mais aussi un peu de playmaking et aussi gérer la boutique. Et je trouve qu'il s'inscrivait totalement là-dedans, où effectivement, c'était pas un go-to guy, c'était pas un mec qui avait un volume de fou, mais qui avait quand même un certain volume, je trouve, et une certaine efficacité sur ce volume. J'ai des meilleurs souvenirs que toi au niveau de ce pull-up, du coup, mais aussi sur drive. Je trouve qu'il était quand même assez intéressant sur drive. Et c'est ce qui fait aussi que, voilà, tu as parlé aussi du développement du shoot, mais je trouve que on avait ce côté offensif où le scoring était pour moi suffisant pour être une deuxième option d'équipe à partir du moment où tu as quelqu'un à côté qui peut être la première et un peu être le scoreur d'élite. Je pense que je suis aussi plus chaud que toi sur le playmaking, ce qu'il a pu faire. D'ailleurs, alors ça veut pas tout dire, mais on a vu qu'il a quand même posté pas mal de saisons assez productives en termes de passes décisives, notamment sur la deuxième partie de la décennie. Et je trouve qu'il n'a pas non plus la taille ou la créativité d'ultra élite de, je sais pas moi, de LeBron ou Doncic, mais il a un côté très cérébral et un peu génie du basket, quoi, où je trouve il est capable de faire des lectures très avancées, il a une gestion du jeu, une aisance, une capacité à ralentir le rythme ou à savoir quoi faire, à quel moment, de réfléchir, d'être hyper intelligent, etc., etc. Donc là, moi, je suis assez chaud là-dessus, en plus du côté, évidemment, de volume de création, et ce qui fait qu'on avait un attaquant qui était hyper important, et en plus de ça, qui, je trouve, était un peu même... alors un peu moins sur la fin, on s'en est rendu compte, mais un peu aussi sous-estimé du côté de la défense. Enfin, je sais pas comment toi tu juges un peu sa défense, mais moi je la trouvais au-dessus de la moyenne pour le poste de meneur, parce qu'il y avait de la défense sur l'homme, mais il y avait aussi l'impact en défense sans ballon. Ah oui, non, alors je sais pas à partir de quand j'ai vraiment une bonne image de la défense de Kyle Lowry, hein, parce que j'ai pas trop de souvenirs de qu'est-ce que valait sa défense sur ces premières années de la décennie. Mais effectivement, à partir du moment où Kyle Lowry est Kyle Lowry, c'est-à-dire où il est un peu affiché sur les murs, qu'il est un peu qu'il est vraiment reconnu comme étant un très fort joueur, oui, sa défense, moi, me plaît beaucoup. Un peu tout ce que, enfin, c'est là, moi, où je vois vraiment son intelligence de jeu
En plus, sur un poste où avoir un impact défensif est pas facile. Et comme dit sur l'homme, c'est pas mal, mais c'est pas tant là qui est intéressant, c'est vraiment sur les côtés, les aides qu'il vient faire, l'anticipation de certains drives, des choses comme ça, où il arrive à y aller avant. D'ailleurs, je crois qu'il est un peu réputé pour être ce joueur capable de provoquer beaucoup de passages en force. Ça aide aussi qu'il soit très costaud. Donc il y a vraiment un côté, pour moi, tu peux vraiment le mettre, faire défendre sur plein de joueurs. Alors il n'est pas très grand, il n'est pas très aérien. Par contre, il est très costaud et il est quand même assez rapide, donc ça c'est bien. Ouais, il est pas aérien, mais sur le plan horizontal, il est fantastique pour faire les rotations, être au bon endroit au bon moment, etc., quoi. Ouais. Pour moi, c'est vraiment ce meneur qui dépasse son poste en termes de défense. C'est-à-dire, il va avoir un impact plus global que ce que tu peux attendre normalement d'un joueur de son poste-là, parce qu'il y a son ballon, parce qu'il y a cette puissance, parce qu'il peut aussi switcher sur beaucoup de joueurs. Donc là, effectivement, c'est vraiment, peut-être pour moi, c'est ce que là où il m'impressionne le plus, c'est sur tout ce qu'il fait, c'est sur son impact global défensif. Son impact global défensif, c'est vraiment ce qui m'impressionne le plus chez lui. Du moins depuis le plus que l'attaque presque, t'as envie de dire. Ouais, moi l'attaque, comme dit, il est plus proche de la moyenne. Il est plus proche de la moyenne en attaque pour toi qu'en défense, où en défense il est à ce point au-dessus du lot, quoi, presque. Ouais, c'est ça. Pour moi, c'est un peu comme ça que je le vois. Encore une fois, alors je suis allé revérifier parce que tu m'as fait douter, mais je trouve son efficacité quand même pas mal, surtout pour son volume. Tu vois, au niveau encore une fois du True Shooting Plus, donc par rapport à la moyenne, il est à si on prend les bonnes années à Toronto, enfin les années à Toronto, hein, si on prend même après Houston, on est sur du plus 5, plus 2, plus 4, même plus 7 et plus 13. On a un plus 13 en 2017, ce qui est assez énorme, hein, sur son volume, plus 13% par rapport à la moyenne. Voilà, on disait tout à l'heure, Tony Parker, c'était plus 10. La plus 13, c'est quand même assez fou cette année 2017. Globalement, il y a une très bonne efficacité, même ensuite, même 2018-2019, c'est encore très bon au niveau efficacité. Le volume n'est pas si ridicule que ça, quand même. On est sur entre 22 et 25% d'usage, ou même 26. Donc voilà, c'est encore une fois, c'est pas des 30% de go-to-guy, mais c'est un gros volume de gros lieutenants, on peut dire ça comme ça, qui donc est efficace, voire même très efficace certaines saisons sur ce volume. Il y a le côté playmaking aussi, et en plus de la défense, bien sûr, mais moi, il y a un truc aussi, c'est que je trouvais qu'en fait, il y a eu un peu une mauvaise lecture, ou en tout cas d'un point de vue médiatique ou des fans, où on a mal écrit l'histoire, si je puis dire, dans le sens où, pour moi, c'était lui le vrai moteur de Toronto, et même beaucoup plus que DeMar DeRozan, en fait. On a toujours parlé du Toronto de DeRozan. En fait, pour moi, c'était le Toronto de Kyle Lowry, surtout. On a surtout dit aussi ça, parce qu'en plus, ensuite, il y a eu l'échange avec Kawhi Leonard et DeRozan, donc on a un peu fait, on est passé du Toronto de DeRozan à celui de Kawhi. En fait, toutes ces années, pourquoi Toronto est bon, pour moi, hein, c'est le Toronto de Kyle Lowry, d'abord et surtout, quoi. Et là où DeRozan est finalement le roi des points par match et du fameux PER, hein, cette stat avancée qui a 20 ans et qui déjà il y a 20 ans méritait d'être mis à la poubelle. Donc là où DeRozan c'est le roi du PER, des points par match, Lowry c'est le roi de toutes les autres stats avancées. Et alors, voilà, c'est pas que les stats avancées, c'est aussi des trucs qu'on voit, qu'on a vu pendant ces décennies, pendant les matchs, hein. Mais ça vient confirmer ça, un peu toutes les stats, un peu partout. On peut prendre n'importe laquelle, hein. Au niveau le VORP, donc Value Over Replacement Player, une stat en all-in-one, il a 4 saisons dans le top 20 de NBA dans la décennie, dont 8e et 10e. Donc il a été 8e de NBA et 10e de NBA certaines années. Pour le box plus minus, c'est pareil, 5 saisons dans le top 20 de NBA, dont une saison où il est 8e de NBA. Au niveau des win shares, c'est pareil, 4 saisons dans le top 20 de NBA, dont une saison où il est 8e, etc. etc. Je creuse pas plus, mais voilà. Le vrai, pour moi, bon, excellent joueur qui drivait un peu cette équipe, pour moi, c'était Lowry beaucoup plus que DeRozan, même si je comprends que ça, on a eu un peu l'étiquette c'est DeRozan le patron, parce que le gros volume au scoring, et on associe ça avec le leader de l'équipe. Mais pour moi, le joueur le plus valuable, il n'y a même pas photo, c'était Lowry. Et même, tu vois, malheureusement, quand Kawhi est venu, du coup, on a remplacé DeRozan par quelqu'un de encore meilleur, 10 fois meilleur dans son rôle-là, donc on n'a pas vu. Mais tu vois, quand Kawhi s'en va, l'année d'après, donc titre en 2019, et donc moi je parle de 2020, il n'y a plus Kawhi, il n'y a plus DeRozan, il y a certes Pascal Siakam qui explose dans un grand rôle, et Van Vliet un peu, même si pas encore autant qu'actuellement, mais un peu. Et le leader, encore une fois, on est sur un très très bon Kyle Lowry, quoi, qui a un gros volume, qui a une belle efficacité, et qui, voilà, Siakam porte pas mal la balle, mais le
le porteur 1B, si on peut dire, c'est Kyle Lowry. Et encore une fois, cette équipe de Toronto aurait très bien pu faire finale de conférence, voire plus. Ils perdent un match 7 contre Toronto, série magnifique. Enfin bref, 2020, on a surtout vu que, effectivement, oui, c'était le Toronto de Kyle Lowry, quoi. Donc, moi, s'il y a qu'une chose j'espère de vous convaincre en écoutant ce podcast, s'il y a qu'une chose sur laquelle j'espère vous convaincre, c'est ça, c'est que c'était pas le Toronto de DeRozan, c'était le Toronto de Kyle Lowry, quoi. Bon, ça pour moi, c'est, enfin, là, enfin, c'est un peu, peut-être pas une évidence, mais presque quoi. Je veux dire, dans le sens, c'est entendu. Et oui, je te rejoins tout à fait sur sur la valeur de Kyle Lowry, que c'est un joueur génial sur cette période-là. Après, moi, ce qui me, c'est pas un point négatif, hein, c'est juste que tu parlais de son efficacité. Pour moi, elle est quand même pas mal gonflée, mais c'est pas une mauvaise chose, hein. Mais elle est quand même gonflée par son catch and shoot, qui est génial, à 3 points notamment, qui est génial. Je pense qu'il a vraiment un très bon pourcentage sur ce catch and shoot. Je les ai plus à l'esprit, mais c'est vraiment bien, quoi. C'est autour du 40%. Du coup, oui, ça gonfle son efficacité, c'est très bien. Mais du coup, ça rejoint ce que je disais que moi, en termes de création pure, à part ce pull-up à 3 points qui, lui, j'ai pas grand chose à redire, même si d'une année sur l'autre, je crois que ça, c'est pas toujours bien, mais globalement, t'as toujours cette menace-là, t'as toujours ce risque-là, et que ça a l'impact qu'on connaît de cette arme un peu secrète, des arrières. Mais, pour le reste, en termes de vraiment de capacité à scorer, hormis ce truc-là, par lui-même, là, moi, je le trouve qu'il est pas mal, mais il est juste pas mal, quoi. Là où, alors, je sais pas si on compare tout de suite, mais là où Anthony Parker, c'est quasiment du 100%, les paniers que je mets, c'est moi qui me débrouille tout seul, quoi. Alors que dans l'efficacité de Kyle Lowry, t'as beaucoup, et c'est pas de sa force aussi, hein. T'as beaucoup de catch and shoot, tu vois. Donc, c'est pour ça qu'en termes de espèce de super joueur à mettre à côté de n'importe qui, bah, Kyle Lowry, il a une valeur exceptionnelle. Tu le mets à côté de Tony Parker, c'est génial. Tu le mets à côté de Kawhi Leonard, c'est génial. Tu le mets à côté de Jokic, c'est génial. Tu le mets seul, c'est très bien aussi. Mais c'est pas lui que je mettrais en. C'est pas le franchisseur que je préférais avoir, quoi. Tu vois. Ouais. Après, ça, c'est des débats un peu trop théoriques pour l'exercice d'aujourd'hui, mais je comprends ce que tu veux dire. Et au final, si on évalue du coup ce qui s'est passé au niveau des performances, c'est presque un choix philosophique, hein. Est-ce que tu préfères Oui. le meneur complet, ou est-ce que tu préfères celui qui est un peu plus capable de faire du go-to guy, quoi, finalement. Mais tu vois, je trouve que Kyle Lowry est moins bon au scoring par rapport à Parker, que Parker n'est moins bon en playmaking et défense par rapport à Lowry. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Il y a un plus petit écart entre le scoring de Lowry et le scoring de Parker, qu'il y a un écart entre, pour moi, tout le reste, playmaking et défense, entre Parker et Lowry. Alors je suis pas sûr d'être d'accord, mais ça peut se discuter. Et du coup, d'ailleurs, on peut enchaîner sur le classement, ou alors on fera le quiz tout à l'heure, mais pour faire un peu le duel entre les deux là. Ouais. C'est vrai que toi, du coup, tu mettais Parker devant. Oui. C'est cette capacité de décalage que je trouve que n'a pas autant Lowry. Et d'ailleurs, c'est un peu des reproches qu'on lui faisait, notamment en playoff, je crois. Après, je sais plus ce qui était du vrai ou juste de l'impression, hein, faudra vérifier. Mais voilà, vraiment ce côté, être capable de faire le décalage en tout moment, moi, j'ai une telle valeur que déjà ça met Tony Parker devant. Et puis, comme je te dis, je suis moi, le playmaker de Tony Parker, je le trouve, je suis pas sûr qu'il soit vraiment moins bon que celui de Kyle Lowry. Mais là, j'avoue que je parle sans trop avoir vraiment réalisé. Faudra un peu revoir ça. Moi, je trouve quand même qu'il y a une différence Je veux bien t'entendre. significative. Je suis pas sûr de moi, mais je veux bien t'entendre. Et puis, surtout aussi, sur ce duel-là en particulier, quand on a sur le côté valeur cumulée, finalement, on est un peu obligé de compter les saisons et de les pondérer. Mais Parker, on a dit, il y a 7 vraies saisons et 6 très bonnes, peut-être. Là où pour Kyle Lowry, je pense qu'il y en a un peu plus, quoi. Il y en a peut-être. Ouais, même il y a déjà 10 bonnes saisons en tout et 8 très bonnes. Tu vois ce que oui, parce que vraiment, enfin, après, pour moi, les premières, les Saleh Houston sont pas, bon, après, c'est du souvenir, hein. Mais j'aime pas Non, trop. mais même si on enlève Houston, effectivement, je peux te rejoindre là-dessus. On enlève les 2-3 premières à Houston. Ouais, tu me diras, il n'y a pas tant d'écart que ça, mais même s'il y a à peu près le même nombre, c'est vrai que moi, je valorise plus celles de Lowry, mais effectivement, c'est un duel intéressant. Ouais, je te suis. Enfin, je change pas d'avis, mais j'entends et enfin, j'entends. Du coup, avant qu'on finalise, pardon. Tu peux On finaliser si tu veux, mais c'est effectivement. pas pareil. Petit quiz, même si je sais que. Quoique non, t'as été pas mal sur le dernier, donc je te fais confiance. Avec des indices, je suis très très fort, je trouve.
Est-ce que tu te souviens, on va faire un qui est sur le terrain, donc une action qui est sur le terrain à ce moment-là. Est-ce que tu te souviens du tir au buzzer de Kyle Lowry en playoff 2016 du milieu de terrain où Toronto est à -3 avec 3 secondes à jouer et finalement il y a un tir Ave Maria comme ils disent au foot américain et il le met du coup pour envoyer le match en prolongation. Du coup, est-ce que tu es capable de me dire sur ce Toronto-Miami 2016 qui est sur le terrain? Donc 2016, c'est quoi? C'est DeRozan toujours, non? DeRozan, ouais. Kyle Lowry aussi, ça t'en fait 2 déjà. Ouais, Patrick Patterson? Pas sur le terrain, dans sur les le rosters, terrain. mais pas sur le terrain. Valanciunas? Valanciunas, effectivement. Du coup, j'ai qui? J'ai le meneur, l'arrière. Ouais. Alors, il te manque un pivot. deuxième meneur, finalement, qui était un meneur passé par les Spurs, passé par les Kings ensuite, il me semble, un meneur très défensif. C'était Corey Joseph. Ah oui, punaise, ça fait longtemps que je n'ai pas entendu parler de lui. Et un autre qui était un 8e choix de la draft, il me semble. Un arrière drafté très haut, athlétique, du shoot, qui a finalement jamais rien donné. Ah, c'était un Ross. Terrence Ross, effectivement. Et du côté de Miami, on a le classique. Hein. Je crois, tu l'as, le classique. Je pense qu'on a, c'est du James Wade Bosch. 2016. Ah, pas James. Non, on a Wade, effectivement, je te le compte. Non, comme tu me dis classique, je pars sur le très classique. Oui. Donc, attends, 2016, du coup, ça va être plus compliqué. Donc, Wade. On a quelqu'un qui a été drafté assez haut dans son rôle de d'ailier défensif, mais qui peut faire plus. Un nouveau Iguodala. Justice Winslow, effectivement. On a quelqu'un qu'on a cité d'ailleurs de la draft 2001, un arrière scoreur qui est passé par Miami cette année-là. Joe Johnson. Oui. Oh punaise, j'avais oublié qu'il était à Miami, lui. On a eu un ancien ailier des Bulls qui était dans sa dernière belle année, il me semble. Après, il était complètement cramé. Lou Holding, non? Lou Holding, effectivement. Et puis le pivot, le pivot révélation sur le tas de 2015. À Whiteside. Effectivement, c'est Hassan Whiteside. Peut-être du coup repasser sur le classement. C'est vrai que moi je t'avoue que je suis un peu quand même fan de mon idée de rester sur Kyle Lowry numéro 1. C'est ton classement, hein? Moi je suis juste là pour essayer de tester ton jugement. Hein. Tout à fait, ouais. Tu ne m'as pas convaincu. Même si, Par contre, c'est vrai que donc du coup je vais garder Kyle Lowry numéro 1. On va voir les retours, hein. Peut-être qu'on s'ajustera selon les retours et selon les autres intervenants. Mais par contre, c'est vrai que toi tu mettais plutôt Jokic devant Parker, c'est ça? Oui. Oui. On peut rediscuter un peu de comment on pondère les années. C'est comme je te dis, je pense que Jokic, il y a des très bonnes années. Je pense que les 2 ou 3 meilleures années de Jokic, les 2 meilleures années sont meilleures du côté de Jokic, mais il y en a 6 de très bonne qualité pour Parker. Donc après, je pense que c'est subjectivité de comment est-ce qu'on préfère pondérer tout ça. Mais non, mais c'est comme dit le playmaking, enfin vraiment le playmaking, un scoring efficace de Jokic me faisait vraiment monter très 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 haut. Mais c'est vrai que tu confonds avec 2021-2022, quoi. Non, pas à ce point-là. mais ce que je veux dire, c'est que la vision que j'ai de Jokic, même quand il était un peu sous-utilisé, mais ça dépend comment tu veux interpréter ton classement. Même quand il est sous-utilisé, pour moi, c'était un peu le même Jokic, tu vois. C'est pour ça que les années du début, on a dit pas de what if, quoi. On a dit, on évalue ce qui a été. Mais c'est pas un what if. Tu me dis, qu'est-ce qui vaut le joueur? Je te dis, le joueur, il vaut en fait la même chose. Ouais. J'ai surtout l'impression qu'il était peut-être pas autant utilisé qu'il aurait pu en vrai, quoi. Oui, mais du coup, dans ma vision, c'est le même joueur, en fait. Mais si tu veux compter l'impact réel en prenant en compte le contexte, ouais. Je suis d'accord avec toi pour dire que on a dit combien? 6-7 années de Parker de très très haut niveau surpassent du coup, ça fait quoi? Ça fait 2-3 années de Jokic. Ouais. Vu comme ça, je suis assez d'accord. Ouais. Disons que, imaginons que c'est le même joueur sur les Jokic, le fait est qu'il a eu plus de valeur quand il était utilisé à 30% que quand il était utilisé à 20%, quoi.
en Ça, termes je suis d'usage. d'accord. Oui, si sous cet angle-là, je suis d'accord. Et je veux Ah, bien, c'est du ça. coup, transiger, hein, et te rejoindre sur le côté Parker devant Jokic. Et on est d'accord que Jokic, Kevin Love, il n'y a pas débat. Non, bah si, moi j'hésitais un petit peu entre Kevin Love et Kyle Ah oui, Lowry, d'accord. mais t'as vu ma vision de Kyle Lowry, en sachant que la défense Kyle Lowry que je mets très très haute, je suis pas sûr de enfin je pense que c'est un global très positif pour l'équipe, mais je suis pas sûr que ça a un aussi gros volume, un aussi gros impact que 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 l'attaque d'un joueur. Alors, euh, j'aurais tendance à plus valoriser, à considérer que l'attaque de Kevin Love est plus importante que la défense de Kyle Lowry en tenant compte de l'impact sur les positions. Par contre, l'attaque de Kyle Lowry, et même si je la vois moins bonne que la tienne, est immensément plus forte que la défense de Kevin Love, qui en plus, pour elle, pour le coup, impacte trop fortement une équipe, quoi, la défense de Kevin Love. Ouais, et puis moi, l'autre problème que j'ai, c'est que bah, finalement, j'entends sur le côté un peu profil théorique, mais dans les faits, bah, il y a 2 années, quoi. Il y a 2 belles années, on va dire, du côté de Kevin Love. Il y a 2012 et surtout 2014 où il est vraiment efficace. 2013, il est blessé. Et ensuite, au Cavs, on l'a dit, il n'est pas utilisé dans le même rôle, donc il n'a pas ce même impact, quoi. Donc, sur le profil théorique, je pourrais presque te rejoindre sur les performances qui sont arrivées. J'ai un peu de réticence de ce côté-là parce que finalement, Kevin Love, on a deux bonnes saisons en go-to-guy. Et encore, je pense que deux, je suis gentil. Je pense qu'on a une très très bonne et une plutôt pas mal. Et que entre temps, on a eu une blessure en 2013, des années un peu avant 2012, 2011, qui est bien, mais voilà, qui est encore très timide. Et Cavaliers pas top. Donc ouais, et donc pour toi, il n'y a pas non plus débat Kevin Love, Harrison Barnes. Oui, moi je te suis sur ça, et sans Harrison Barnes, je crois qu'on l'avait déjà. Parce que tu sais, Rafa va venir faire l'épisode 2. Et je lui avais dit, je pense que Nico, qui a un jour a écrit Kevin Love dans un article, Kevin Love, franchise player de pacotille. Je pense que Nico va être assez sévère avec Kevin Love, tu pourras le rattraper. Finalement, tu as été plus optimiste que ce que je pensais. Ouais, après je me souviens plus de mon article, hein. C'était il y a très longtemps, et je pense qu'il n'était pas aussi efficace qu'il ne devrait. Non, non, mais en plus, c'était par rapport à une déclaration, je crois que tu avais mis Je ça, sais plus. franchise player de pacotille. Donc, Mais après, je plaisante. ça restait qu'effectivement, mais ça, c'est un peu ce qu'on a dit. Si dans ton équipe, Kevin Love est ton French player, bah, tu peux t'inquiéter, quoi. C'est-à-dire, moi, je l'aime bien avoir, enfin, on aime discuter sur le fait que des fois, bah ouais, Cleveland devait le sortir du terrain. Parce qu'il y a des problèmes. C'est vraiment un joueur qui est problématique parce qu'il a des qualités super intéressantes, mais il a aussi des défauts trop importants, et que les qualités peut-être compensent, peut-être surmontent les défauts, mais pas à un niveau suffisamment intéressant pour pouvoir te dire bah ouais, c'est ton meilleur joueur de ton équipe était ok, voire même c'est ton deuxième meilleur joueur de ton équipe était ok. Après ça peut dépendre selon comment est construit ton équipe, mais voilà, il est vraiment plombé par cette défense là qui abîme plein de trucs super bien chez lui, quoi. Mais tu vois, même la meilleure saison de Kevin Love, 2014, si tu la mets en compétition avec la meilleure saison de Kyle Lowry, 2017 du coup, là où il est le plus efficace, il est plus efficace que Kevin Love sur le même volume, je pense que du coup, je prends celle de Kyle Lowry, 2017. Je pense qu'il y a bagarre et que je préfère celle de Kyle Lowry parce que, ok, c'est pas un go-to-guy, mais c'est quand même un 1B très 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 solide, je trouve. Kevin Love est peut-être un peu plus go-to-guy, mais à quel point est-ce que c'est un go-to-guy de qualité? Et surtout la défense, quoi. Donc, ouais, tu vois, même en termes de pic, je pense que je préfère la meilleure année de Lowry, et même assez largement la meilleure année de Kevin Love, où tu as peut-être un peu plus de production en attaque et encore, et tu as beaucoup plus de faiblesse en défense, quoi. Je suis assez d'accord que le pic de Laurie est mieux que le pic de Kevin Love. Après, moi, Kevin Love, enfin, je dis Kyle Lowry, ses premières années, alors, mon souvenir à voir, mais ses premières années de la décennie, et peut-être les débuts à Toronto, tu sais, c'est là où il y a Calderon, je crois. Peut-être mon avis rechangerait si je me replonge, si tu m'envoies dans cette année-là et que je fais l'analyse comme je suis capable de la faire aujourd'hui, peut-être je change d'avis sur Kyle Lowry. Mais moi, j'ai vraiment ce premier début où Kyle Lowry, c'est pas bien. Là où Kevin Love, en fait, reste Kevin Love plus ou moins tout le long de sa décennie. Tu vois ce que je veux dire?
avec son. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord parce que justement, il a beaucoup évolué. Il a été bridé à Cleveland, quoi. Oui, mais t'as quand même ce côté. Attends, c'est à partir de quand que Kevin Love devient. Parce que tout au début, il shoot pas à 3 points. 2015 quand même. Hein. 2015. 15, 16, 17, 18. Et ensuite, 19, 20, c'est un peu à jeter à la poubelle. Donc ça fait quand même une grosse partie de la décennie, quoi. Peut-être. Faut que je me remette Kevin Love sous les yeux, mais j'avais un peu cette réflexion-là. Où, tu vois, le Kevin Love parce que le Kevin Love des premières années de la décennie, donc c'est quoi, 2010-2011, il était un rebond offensif qui avait un gros impact pour moi, tout en étant rebondeur et scoreur capable, avec une efficacité qui restait assez correcte. Alors il y a eu des moments sales un peu, hein, mais globalement, tu vois, à partir de cette année 2010-2011, il y a quand même un niveau, il y a déjà un vrai Kevin Love, quoi, tu vois. Peut-être. Mais du coup, il y a 11, 12, 13, 14, ça fait 4 saisons, t'enlèves la 13 où il est blessé, et 11 et 12 pour moi ne sont pas au niveau de 14, mais bref, on a déjà bien disserté. En tout cas, on est d'accord sur le fait que Harrison Barnes, pour l'instant, est dernier et pourrait même sauter si quelqu'un vient apporter un très bon argument pour notre joueur. Ça, on est d'accord. A priori, Nico. Oui, puis je suis dit Kevin Love derrière Kyle Lowry, ça me va, hein. C'est juste dans le terme d'écart entre les deux, on n'est pas tout à fait sur le même plan, mais on est d'accord que moi je préfère 10 fois avoir Kyle Lowry dans mon équipe que Kevin Love. Ok, eh ben voilà pour ce premier épisode. En tout cas, merci beaucoup Nico d'être venu faire ce pilote. En tout cas non, même cet épisode numéro 1. Merci beaucoup Nico. Ah bah merci à toi, c'était cool, on s'est bien amusé. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode, j'espère que ça vous aura plu et donc j'espère aussi que cette série va vous plaire évidemment. Et évidemment, maintenant qu'on a fait notre premier top 5 et notre premier épisode, je vous attends évidemment sur le Discord pour pouvoir discuter de tout ce qu'on a dit, peut-être discuter du classement, discuter de tel ou tel joueur. Rendez-vous sur le Discord du Basket Lab. Et donc, pour la prochaine fois, je pense que c'est tout à fait probable qu'on enchaîne avec un deuxième numéro de la centaine pour essayer un peu de se mettre dans le rythme. Et sinon, on se fera un autre petit sujet, mais a priori, ça devrait être un deuxième numéro de ce top 100. Et donc, sur ce, je vous remercie une nouvelle fois de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Merci à Nico d'être venu sur le podcast pour parler de ce top 100. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao.